Je vous remercie d'être donc en ligne avec nous si vous nous regardez. Et je disais quelques mots pour présenter le lieu dans lequel nous sommes, qui est le Node. Donc bonjour à tous, bienvenue au Node. Le Node c'est quoi? C'est un coworking associatif géré par l'association Akinum, association de professionnels du numérique en Nouvelle-Aquitaine. Le Node c'est comme je disais, un coworking associatif qui accueille tout plein de corps de métier, des animateurs studio, des freelances en graphisme, même des professeurs qui viennent voir leurs cours et des auto-entrepreneurs. Et Akinum c'est une association de professionnels numériques où on accueille plusieurs fois dans la semaine des gens qui veulent parler de numérique, des professionnels ou simplement des simples passionnés. Donc voilà, donc merci à vous, j'espère que vous serez bien accueillis ici. Et bonne conférence et merci à vous d'être venus au Node pour cette présentation. Merci beaucoup et merci au Node de nous accueillir. Alors toujours dans les remerciements initiaux, cet événement donc est rendu possible grâce au soutien de l'Université Bordeaux-Montaigne dans le cadre du label Science avec et pour la société. Et je laisse Guylaine nous en dire quelques mots. Merci Johan. Donc déjà oui, merci à vous d'être présents, merci aux personnes qui nous suivent sur YouTube. Merci à l'association Akinum de nous accueillir. On est vraiment très content d'être ici dans ce lieu assez exceptionnel qu'est le Node et on est très content de travailler avec vous. On espère qu'on pourra continuer. Merci également à Dimitri Balzan et Julien Vergne d'être ici parmi nous ce soir. Cet événement, cette soirée, c'est le dernier événement de l'édition 2025 du festival Mountain in Game, qui est donc un festival tourné autour de la question « Qu'est-ce que les chercheurs en sciences humaines et sociales peuvent dire sur l'objet qu'est le jeu vidéo ?» Également, comme l'a dit Johan, cet événement a lieu dans le cadre du label Science avec et pour la société de l'Université Bordeaux-Montaigne. C'est un label décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour encourager les actions de médiation scientifique et les actions sciences-société. Quelques mots pour présenter Johan quand même. Johan, tu es maître de conférence en droit privé et en sciences criminelles au laboratoire MICA, médiation, information, communication et art de l'Université Bordeaux-Montaigne. On est très heureux de t'avoir avec nous et on est très heureux que tu organises cet événement. Et avant de te rendre la parole, je veux juste vous dire quelques mots à la fin de cet événement. N'hésitez pas à rester parmi nous, à prolonger les échanges autour d'un petit buffet qui vous sera proposé. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci effectivement, je continue pardon les remerciements, mais ça me paraît vraiment important. Merci à l'équipe de SAPS de Bordeaux-Montaigne, Agathe Guillem et Mathieu qui n'est pas là, mais qui m'ont accompagné effectivement depuis le début. Et puis un très grand merci aussi à l'équipe de Tirage Production Audiovisuelle de l'Université Bordeaux-Montaigne qui rend possible cette captation à la fois en direct et puis en différé. Donc un très grand merci à vous trois. Donc effectivement cet événement surveillance et jeux vidéo, il s'inscrit donc dans le cadre de Mountain in Game, ça a été dit, et plus généralement en fait il s'inscrit l'événement de ce soir dans une continuité, à la fois d'un premier événement qui a eu lieu le 15 avril ici même, qui a permis un peu de discuter autour de deux jeux vidéo qui étaient Watch Dogs 2 et Paper Please, pour essayer de comprendre un peu les enjeux de la surveillance à travers ces deux jeux vidéo. Et là ce soir on va passer à une autre étape puisque nous avons la très grande chance de recevoir, je pense vraiment de recevoir Julien et Dimitri du studio Playing Paradigms pour nous parler d'un jeu vidéo qui est encore en cours de construction, qui est le jeu Dolos Your Best Future. D'abord je vais peut-être vous laisser vous présenter un petit peu vos parcours, etc. Avant qu'on parle du jeu quand même de ce soir. Bonjour, donc moi c'est Dimitri Balzan. Donc oui, donc je suis le développeur et co-game designer sur Dolos. Pour mon parcours vite fait, effectivement, mon parcours est assez, on va dire, assez long et périlleux car j'ai connu beaucoup de, on va dire, de rattrapage et de réorientation. Mais pour résumer, j'ai fait des études de communication visuelle et ensuite après je suis allé sur Montpellier pour faire des études de game design où j'ai rencontré Julien à l'université Paul Valéry du coup. Et c'est aussi là du coup que le projet Dolos est né. Mais on en reparlera, j'imagine, bien après. Bonsoir. Alors moi d'abord j'ai fait des études de sociologie ici à Bordeaux
Et ensuite, j'ai donc rencontré Dimitri dans les études de game design. Et sur Dolos, donc, je suis game designer et narrative designer. Donc, je suis en charge du scénario, etc. Voilà. Merci beaucoup, merci encore à tous les deux d'être présents. Ce que je vous propose pour qu'on découvre un peu Dolos par les images, en tout cas d'abord avec une bande-annonce, et puis ensuite on en reparle juste après. Et il y aura aussi 2 séquences de gameplay, donc vous allez pouvoir voir le jeu joué en plus par les créateurs du jeu, pour voir un peu plus à quoi ça ressemble, et ce que ça nous dit encore une fois de la surveillance, puisque c'est toujours la thématique. Alors une petite vidéo pour commencer. Hello, I'm Matthew Lombard, CEO and co-founder of Dolos Incorporated. Today I am delighted to reveal the existence of our revolutionary product, Dolos. But what is it? Dolos is a program capable of predicting each individual's potential, thus helping to create a perfectly efficient society and guaranteeing the best possible future for each and every one of you. Promising, isn't it? Maybe even too good to be true, huh? Let's see how it works. Our evergreen team feeds our algorithm with tons of data to better understand who you are, what you want, what you desire. Thanks to this very precise knowledge of each individual, we know what's best for you, what suits you the most, what will enable you to fulfill your potential while contributing to the common good. No more worries about your future, about what to do with your life, or how to make yourself useful. From now on, we will have a perfectly objective system at our disposal, treating everyone equally, excluding no one, recognizing your true worth and knowing how to reward you in line with your merit. However, we are faced with a small problem. You see, machines are very good at processing and analyzing a colossal volumes of data. But when it comes to making choices that are as close as possible to individual cases, their talent in this area are permissible. That's why we need you to teach our system how to appreciate every trajectory, every past, every history. Your decisions, your choices will nourish its learning process and enable the emergence of a perfectly efficient society for the benefit of all. So, join us and help us to build a better future for everyone. Alors vous nous avez menti en fait, c'est pas un jeu vidéo. On a l'impression que c'est pas un jeu vidéo, en tout cas quand on regarde cette vidéo, mais j'imagine que c'est des faits recherchés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, à partir de tout ça, ce qu'est Dolos Your Best Future et surtout d'où l'idée est née? Je laisse commencer. Et tu feras l'original. Alors du coup oui, donc Dolos Your Best Future est un thriller politique de science-fiction donc entre Paper Please et Orwell. En fait, donc concrètement, on est opérateur d'une IA qui est capable de définir l'avenir de tous les jours d'un pays, de par la récupération de données. Donc en fait, concrètement, l'IA est capable de savoir telle personne ira travailler toute sa vie à tel endroit car elle est la plus à même à le faire de par toutes les données qu'on sait sur cette personne. Donc toi, en tant qu'opérateur, tu as la possibilité de appliquer correctement toutes ces règles car chaque personne finalement a une place qui lui est prédestinée. Ou alors, en revanche, lutter en interne contre le système. Cela se passera notamment via la narration, à condition évidemment de ne pas se faire virer car c'est aussi un petit peu ça le game over, c'est si on fait trop n'importe quoi dans le système nous vire quoi. Voilà, tout simplement. Et alors, l'origine du jeu remonte à 2018 quand on était à la fac de Montpellier. C'était une année où il y a eu des mobilisations contre Parcoursup qui faisait donc de la sélection à l'entrée à l'université, et la fac de Montpellier a été la mobilisation a été la plus importante, donc notre fac a été bloquée pendant 6 mois, et il y a eu notamment un atelier qui a été organisé par une de nos profs, puisque durant cette occupation de la faculté, il y a une espèce de contre-cours qui s'est mis en place, et donc l'un de ceux-là a été fait par notre prof qui nous a proposé de réfléchir à qu'est-ce que pourrait donner un Parcoursup du futur.
Et à l'époque, dans cet atelier, j'étais pas avec Dimitri, mais à l'époque, j'étais très fan des questions d'IA, et je regardais beaucoup Person of Interest, je m'intéressais beaucoup au sujet, et venant de sociaux, j'étais très intéressé par les concepts de Bourdieu, donc j'ai fait un espèce de mix un petit peu entre tout ça, et ça a donc donné la première idée de Dolos, donc d'un système qui, potentiellement, grâce à la récupération de données à très haute échelle, serait capable de prédire un peu le futur social des individus, quoi, en vue de créer la société la plus efficiente possible, d'un certain point de vue. Et après, donc, on a terminé nos études, et là, il a fallu essayer de trouver qu'est-ce qu'on allait faire après. Et j'avais pas eu l'occasion de beaucoup bosser avec Dimitri durant la formation, donc je lui ai proposé de faire ce projet, et au départ, ça devait être truc qu'on allait faire pendant 6 mois pour essayer d'avoir un portfolio pas trop dégueulasse et essayer de candidater dans l'industrie, et puis nous voilà maintenant, ça fait 5 ans, peut-être même un peu plus, voilà, donc après on s'est pris un peu au jeu, et puis au fur et à mesure on a développé un peu plus l'idée, on a développé un peu plus le scénario, un peu plus les mécaniques, et puis voilà aujourd'hui. Très bien, merci. Je vous propose qu'on joue un peu, qu'on découvre le jeu, comme ça on pourra en parler de manière peut-être un peu plus concrète. Il est là dans le dossier de la bonne version, là sur le bureau. Donc, qui est encore une démo qui est dispo sur Steam, si je dis pas de bêtises, voilà, donc auquel vous pouvez tous jouer gratuitement si vous avez envie. Et donc on va voir comment s'organise véritablement le jeu de manière concrète. Donc l'interface du jeu. Oui, donc voilà, donc juste effectivement petite note sur cette démo qui on le prévient aussi très bien sur internet. Voilà, donc c'est une démo qui effectivement n'est pas le début du jeu. On préfère le prévenir parce que du coup en fait on développe le jeu en même temps, et c'est d'un intérêt à la fois pratique et pragmatique envers les éditeurs notamment qu'on démarche de présenter, on va dire, un contenu suffisamment exhaustif pour démontrer tout le potentiel de la démo. Donc c'est pour ça que là la particularité de cette démo, c'est que direct on est dedans, c'est comme si vous débarquiez dans l'épisode 3 d'une série, d'une série. C'est pas le début, et pour autant ça spoil pas trop normalement, et voilà, là on va directement suivre en fait la configuration de base qu'on nous donc il nous est proposé, et c'est parti. C'est littéralement ce que je disais, du coup je vais passer. Oui. Oui, il y a un seul chargement, mais il est assez conséquent pour l'instant. Donc on entend ce que vous êtes en train de lire, donc effectivement là on est sur une introduction de démo aussi, qui ne sera pas l'introduction dans le jeu complet. On peut aussi le dire en fait qu'on prépare des cinématiques en prise de vue réelle, et que du coup voilà, l'immersion sera beaucoup plus intéressante que simplement juste un texte. Là effectivement c'est la phase. Juste ce qu'on entend du coup, c'est... Ouais. Vous pouvez en dire quelques mots Bien sûr, n'hésite pas à m'orienter d'ailleurs, parce que moi sinon je te commande tout ce que tu veux. Oui, donc ce qu'on entend là, mais là ça va être de plus en plus expliqué. En fait, on entend un environnement sonore qui est une personne qui arrive chez lui, qui va se mettre à travailler. Je vais vite passer parce que je crois que ça c'est mieux. Voilà. Donc voilà, en fait on incarne, dans 2 secondes ça va être dit, cette personne qui s'appelle... Ah non, pas encore. Donc on incarne une personne qui s'appelle Théophile Agnos. Donc on incarne ce personnage qui est en train de travailler chez lui en télétravail. Comme on a pu le voir, il est télétravailleur, il est ghost worker, donc du coup une personne qui fait de la tâche, on va dire, à la chaîne, dans le but de rendre Dolos plus intelligent, on va dire. Et donc là on incarne vraiment ce personnage et on est en train de se connecter dans sa session. Alors j'ai une petite question justement sur ça, parce que ce qu'on a vu quand on a fait ensemble ici Paper Please il y a un mois, ouais. C'est que dans Paper Please, ce qui était très troublant, c'est qu'on n'incarne pas un avatar, un personnage, mais on est vraiment ce personnage. Il n'y a pas du tout de... Oui. On ne demande pas de pseudo, on n'incarne pas... Oui. Pourquoi là ce choix d'avoir... Est-ce qu'il fait une distanciation quand même entre le joueur, c'est voulu ou c'est... Pour le personnage, tu veux dire? Ouais, le fait qu'il y ait un personnage... Ouais, alors le personnage on l'a voulu, effectivement c'est toujours un choix qu'on s'est posé, je pourrais peut-être compléter si tu veux.
On dit un peu le personnage Coquille finalement, il a quand même un background, on a tenu à lui donner un nom et un prénom parce qu'en fait il a des choses à révéler sur cette personne. En narration on dirait que c'est un point de vue un peu externe dans le sens où on incarne un personnage dont on ne connaît pas tout de ses origines, etc. Mais on va l'apprendre au fur et à mesure. Pour autant, les choix qui vont se faire à mesure qu'on avance dans l'aventure de Dolos, ce sont les choix du joueur, de la joueuse qui passe par Théophile. Donc en fait on a fait un entre-deux, il n'y a pas littéralement la personnalisation d'Avatar. On a préféré plus faire comme dans un film, finalement on suit un personnage qui est vraiment écrit, qui est donné, mais par lequel on va aussi un peu potentiellement nous-mêmes choisir des voies à s'identifier, quoi. Voilà. Yes. Ok, donc là on arrive sur l'interface principale du jeu. Donc en fait voilà, c'est littéralement un bureau virtuel, une sorte de bureau Windows. Donc comme je l'ai dit, c'est interface très chargée, donc on arrive et il y a beaucoup d'informations qui pop en même temps, dont notamment cette personne qui nous parle, qui en fait en gros nous parle du fait qu'on a aidé sa sœur par le passé. Donc ça fait effectivement référence au fait qu'il s'est passé des choses par le passé, qu'on est déjà dans un chemin narratif particulier, qui est concrètement, on s'est lié donc d'amitié avec cette personne. Je t'interromps une petite seconde, juste d'ailleurs ce qui me fait penser qu'on l'a passé, mais ça m'a interrogé lorsqu'on démarre la démo, on te propose de soit y aller direct, soit te poser quelques questions pour modifier la trame narrative. Comment ça marche concrètement et qu'est-ce que ça change? En fait, c'est un niveau un petit peu particulier parce que du coup il y a eu 2 niveaux avant, donc les choix qu'on a déjà pu faire peuvent pas mal influencer déjà sur le niveau 3 qu'on va avoir dans le jeu final. Donc là on a pris la voie où en fait on a fait connaissance de Marie, qui est en fait votre superviseuse chez Dolos, et qui elle va commencer à se rendre compte qu'il y a des choses pas tout à fait nettes dans la manière dont le logiciel fonctionne, et donc vous allez commencer à discuter de ça, et dans ce niveau-là elle vous propose de télécharger un logiciel qui s'appelle Exodolos, qui permet de révéler un petit peu la face cachée de Dolos en gros, et d'humaniser un petit peu les personnages pour faire comprendre pourquoi certains ont des mauvais scores, pourquoi certains sont discriminés par l'algorithme, etc. Et en fait, si on a décidé dans le premier niveau de totalement l'ignorer, de ne pas parler à Marie, la manière dont elle va se présenter dans ce niveau-là va être totalement différente. De la même manière, il y a d'autres éléments narratifs qui vont un peu bouger. Donc on a décidé de faire pour la démo publique une espèce de petit questionnaire un peu rigolo pour justement essayer de capter un peu l'état d'esprit du joueur à travers ces questions-là, pour essayer de déterminer un petit peu comment il aurait pu se comporter vis-à-vis de Marie et vis-à-vis de Dolos dans les niveaux précédents, quoi. Est-ce qu'on pourrait faire une run de Dolos où on est totalement obéissant, Oui, c'est possible. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Parce que là, en fait, effectivement, donc, le but, ça va être d'orienter un peu pour sauver, entre guillemets, quelques individus. On préfère dire aider. Aider, voilà. Oui, c'est vrai que c'est peut-être... Mais donc, on pourrait faire le choix d'appliquer bêtement et d'être le bon soldat, entre guillemets, de Dolos. Ok. Tout à fait. Oui, par exemple, là, donc, Dimitri a téléchargé Exodolos. Il est tout à fait possible de ne pas le télécharger et donc de ne jamais l'avoir dans le jeu du début à la fin, quoi. Donc, on peut vraiment avoir une approche totalement pro-Dolos, totalement en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, et ne pas du tout essayer de changer les choses ou de lutter contre la logique qui est défendue par le programme. Et du coup, voilà, comme par rapport à ce que disait Julien, donc en fait, voilà, c'est pour ça que je dis que ce niveau est très chargé, car normalement, sa journée de travail, c'est uniquement travailler sur Dolos, qui est l'application principale. Donc là, je suis en train de lancer la première mission sur les deux phases. Un jeu de gestion et un jeu de cartes, tous ayant le même but, c'est-à-dire faire en sorte que tous ces candidats-là, finalement, aient une place dans la société parfaite, efficiente de Dolos à la fin de la journée, quoi. Mais dans ce niveau-là, c'est vraiment très, voilà, c'est beaucoup plus, on va dire, on est un peu plus tiraillé parce que déjà d'entrée de jeu, Marie nous propose de télécharger Dolos. Là, je l'ai fait. Elle est en train de nous expliquer concrètement qu'il y a des candidats qui sont discriminés à cause de Dolos. Donc en fait, c'est un pont, on va dire une suite logique du fait que tu aies aidé la sœur de Marie. En fait, elle se rend compte qu'il y a d'autres candidats qui auraient aussi besoin d'aide. Donc est-ce que tu as envie de poursuivre finalement la voie d'essayer, on va dire, de corriger, on va dire, en interne les erreurs que... Voilà, donc en fait les erreurs que peut faire Dolos. Et du coup, voilà, concrètement, ce qui se passe, c'est que là,
ça c'est Tolos, donc on va dire Vanilla avec donc le jeu de gestion. On retrouve tous les candidats qui sont à gauche et c'est ces candidats qu'on doit placer. Sachant que là, dans ce jeu-là, l'idée c'est de placer un top 10 finalement, car en fait tous les candidats ont un score et l'idée ça va être justement de prendre, on va dire les 10 meilleurs, mais en fait c'est un petit peu toi qui vas décider si tu prends les 10 meilleurs ou pas, mais l'objectif étant tu en prends 10 ou plus, et avec ces 10 ou plus, tu atteins un score de 75 ou plus. Parce qu'en fait les scores, concrètement c'est quoi ? C'est des informations qu'on récupère sur les candidats, donc là typiquement en fait je clique sur Jonas. Jonas, il a actuellement 76% de chances de réussir en licence de droit, parce que c'est littéralement tous les candidats qu'on voit là, ils postulent tous pour cette licence. Et là, on voit littéralement des scores on va dire des sous-scores qui peuvent évidemment faire penser peut-être à un certain Pierre Bourdieu, qui précise, on va dire, toutes sortes d'informations sur à la fois lui, mais aussi ses parents, ses revenus, etc. Et vas-y si tu veux. Alors je t'arrête juste sur, effectivement il faut qu'on en parle parce que c'est très visible dès qu'on rentre dans l'interface. On a capital économique, capital culturel, capital social, capital symbolique, c'est ce qui saute aux yeux quand même au milieu de l'interface. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur voilà, pourquoi ça? Effectivement l'héritage de Bourdieu est absolument évident, mais voilà, nous en dire un peu plus sur cette démarche. En fait, c'est un système qui prend un peu Bourdieu au pied de la lettre, mais plus pour pas tellement lutter contre les déterminismes sociaux et les structures sociales, mais au contraire aller pleinement dans leur sens. L'idée étant que le but de Dolos, c'est plutôt de répondre à une demande du gouvernement d'avoir un système quasi assurantiel pour justement éviter au maximum les redoublements, au maximum d'éviter en fait, puisque chaque formation est payée par l'État, donc de justement faire en sorte que ce soit le plus efficient possible, quoi. De ne pas avoir de pertes financières sur n'importe quel candidat, et donc de forcer potentiellement les gens à accepter des choses qu'ils n'auraient pas fait, qu'ils n'auraient pas voulu, quoi. Donc on est parti de cette idée qu'une entreprise prenait Bourdieu au pied de la lettre, justement pour, au contraire, accentuer la reproduction sociale et les déterminismes sociaux, pour créer un système en fait prédictif. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ce que tu es en train de faire, Dimitri, du coup, c'est qu'on a sur la droite des pièces complémentaires, et tu es en train de les glisser plus ou moins dans les dossiers. Ces pièces complémentaires, moi, forcément, elles m'interrogent sur la surveillance, parce que là, en fait, dans ces pièces complémentaires, on a quand même je sais pas si si vous voyez très bien, là, oui, mais on a dans les pièces complémentaires des choses quand même très intimes, sur les réseaux sociaux consultés, ou les réseaux sociaux présents, sur les lectures, sur les parents aussi, et sur leur niveau potentiel de diplôme, de métier, etc. Sur les relations sociales aussi, les niveaux de relations sociales. Donc c'est quand même très poussé d'un point de vue de la surveillance. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui est vraiment questionné, ou vous restez sur la question du tri social entre guillemets? En fait, c'est un peu le postulat de départ. C'est même si effectivement c'est évolutif, c'est qu'en fait au départ on a l'impression que c'est juste un truc de notation pour on va dire citer admission post-bac ou Parcoursup, mais en fait non, comme tu l'as dit très rapidement, les données deviennent de plus en plus intrusives. Et en fait c'est un postulat volontaire parce que en fait on veut justement que le joueur, la joueuse, on le place dans ces conditions de travail qui sont très répétitives. Il réalise que les informations deviennent de plus en plus intrusives, et c'est à lui ou à elle justement de réagir ou pas en fonction de ça. En tout cas de s'interroger finalement sur le système dans lequel il est. Mais en fait on va pas prendre un postulat de c'est pas bien, on va plus essayer comme a fait le jeu vidéo Orwell, je sais pas si vous avez la référence, mais Orwell Keeping an Eye on You, qui est un jeu d'interface qui a eu aussi son succès et qui justement est de plus en plus intrusif dans la vie privée des gens, tout ça pour les besoins d'une enquête. Et oui, effectivement, en tout cas, on ne cherche pas à moraliser en fait, ces choses-là. On cherche plus effectivement à se rendre compte que là, maintenant, je suis en train d'ajouter des données dans le système qui sont de plus en plus intrusives, comme savoir quel est le revenu des parents, mais encore plus ce que la personne consomme au cinéma, en musique, si elle a beaucoup de contacts sur les réseaux sociaux. Et là, ce n'est que le début, parce que on est vraiment à la première fin du premier tiers du jeu. Mais évidemment, ça va être de plus en plus intrusif. Et l'idée aussi, c'est de s'interroger, on va dire. Et si justement vous interrogez, potentiellement vous n'êtes pas d'accord avec ça, il y a notamment la voix, comme on peut l'appeler, avec Marie, qui est là pour ça justement, parce qu'elle va développer, des stratégies alternatives. En tout cas, elle va te sensibiliser sur des stratégies alternatives pour comment justement lutter en interne contre le système.
Et littéralement, juste je reviens là-dessus, là je parlais des 3 candidats qui sont discriminés, qui sont actuellement Sophie, Samantha, Nabil, sélectionnés par Marie, parce que justement selon elle, ils ont des particulièrement de gros problèmes, on va dire, en tout cas ils sont particulièrement discriminés par le système. Et ces candidats-là, en fait, on les retrouve tout en bas. Enfin alors, ça dépend en fonction, tout en bas là pour le coup. Et donc voilà, eux ils sont particulièrement difficiles, on va dire, à aider, parce que là, voilà, donc là depuis tout à l'heure j'ai ajouté pas mal de données. Donc les données ont modifié les scores, elles les ont augmentés, diminués, tout ça. Et donc là je peux commencer à me dire, vas-y, je vais ajouter tous ces candidats dans mon panier. Ce qui est pas mal. Alors, je peux même terminer si j'ai envie, super. Sauf qu'en fait, là, les gens qui sont là, effectivement, c'est, on va dire, les gens qui étaient dans mon top 10 et qui étaient de base très avantagés. Si je remarque, je pense à Nabil qui est tout en bas et qui fait partie donc, des fameux candidats avec un background particulier qui est développé, etc. Lui, si je veux l'ajouter, ça m'empêche de terminer la mission parce que je vois que son score est trop bas par rapport aux autres. Juste sur le gameplay, on est peut-être allé un peu vite. L'idée c'est que donc tu déposes des pièces complémentaires dans les dossiers candidats et ça fait évoluer leur score positivement ou négativement. Tout à fait. Mais une fois qu'on le fait, c'est trop tard par contre. On ne peut pas revenir en arrière. Non, tu les as dans le système les a récupérés, ce qui est un petit peu logique, on va dire, quand on pense à comment Internet pourrait fonctionner. Une fois qu'il a été téléchargé, une fois que ça a été envoyé, on ne peut plus revenir en arrière, le système l'a digéré, on va dire. Et donc ce score, c'est toujours, on est d'accord, un score de réussite par rapport au but visé, c'est-à-dire ici la licence de droit, quoi. Tout à fait. Et donc le but, c'est que le joueur s'interroge sur est-ce que si j'ajoute cette pièce complémentaire, ça va faire augmenter ou ça va faire baisser la note, quoi. Exactement. En fait, je pense que Pensez à prendre le micro. Oui, en fait, grosso modo, dans Dolos, vous avez 2 façons de jouer au jeu, quoi. Soit vous respectez vraiment les directives de Dolos et essayez vraiment de trouver en fait les meilleurs candidats. Auquel cas, vous allez vraiment essayer de trouver les pièces complémentaires le plus rapidement possible aussi parce que on vous pousse à aller de plus en plus vite pour traiter de plus en plus de candidats. Donc là, votre but, ça va être d'essayer de détecter les pièces complémentaires qui envoient un score le plus positif et le plus négatif pour justement essayer de trouver les meilleurs candidats. Quand vous essayez d'aider les candidats qui sont les candidats Exodolos qui ont un score très faible, le but, ça va être de tricher justement avec cette moyenne-là et d'essayer de pousser les candidats potentiellement très haut, encore plus haut, en ne mettant pas de pièces très négatives sur eux, pour justement arriver à faire passer les candidats en bas de liste, et eux aussi d'essayer de mettre des pièces et de grappiller quelques petits points pour essayer de les faire passer au maximum, quoi. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, suivant comment vous allez évoluer entre ces 2 pôles, l'IA, via son système d'apprentissage, va évoluer différemment, va devenir soit un peu plus empathique, et donc considérer que certaines discriminations ne sont pas pertinentes dans le système, ou au contraire va complètement embrasser en fait la vision de l'entreprise Dolos, et où là ça va être un système très déterministe en fait. Du coup, ce que disait littéralement Julien, je viens de le faire. Donc là, Sophie, qui avait un score assez faible, qui fait partie des candidats prioritaires selon Exodolos, donc voilà, on va dire donc le Dolos un peu dark, est actuellement dans mon panier. Donc là, techniquement, je peux l'aider, je peux terminer la phase. Et bon, j'aurais pas aidé tout le monde parce que c'est très compliqué. En vrai, je crois que c'est un sans faute qu'il faut faire en termes de difficulté. Et j'en ai fait 2 déjà. Donc je vais juste me contenter de valider, je pense. Et alors ouais, juste, et c'était ta question aussi, précisément. Voilà, en fait, en gros, je sais pas si vous voyez le jeu Reigns. En fait, on a juste 2 cartes et on est censé deviner si l'effet est positif ou négatif de par comment les cartes sont écrites au niveau du texte. C'est la même chose ici. En fait, il faut juste regarder les informations, les comparer parce que c'est toujours les mêmes en fait. On récupère toujours le même type de données, abonnement et achat par exemple, ça revient constamment. Et regardez juste, en fait, c'est littéralement une déduction de est-ce que quantitativement ou qualitativement c'est bon ou pas. C'est juste purement la déduction au niveau de ce qui est écrit. Et la répétition fait que tu vas de plus en plus comprendre comment le système traite ces données, quoi. Est-ce que ce serait possible pour un joueur de ne pas du tout ajouter les pièces complémentaires et de juste traiter avec les scores joueurs qui se diraient moi c'est trop intrusif dans la vie privée, j'ai pas envie d'avoir ces éléments-là, il serait bloqué? Non. Enfin, tu dois déposer des trucs. C'est ça, on l'a fait exprès, même, je crois que c'était en fait en attention et je trouve que c'est plutôt bien. Parce que sinon, il n'y a pas de difficulté. Enfin, déjà de base, si tu joues Pro Dolos, pour être honnête, la difficulté est quand même réduite parce qu'il faut c'est juste de l'optimisation, ce qui peut contenter des gens, pour le coup. Mais si tu veux lutter en interne, pour le coup, il faut vraiment. En gros, la difficulté augmente. Mais dans les 2 cas, peu importe le comportement que tu as, le système t'oblige à. De toute façon,
autant le dire directement, voilà, on a fait en sorte que les scores qui sont affichés sont calculés. Enfin, en fait, c'est du combinatoire et l'idée, c'est que tu dois déposer un certain nombre pour atteindre ce score-là. Si tu fais que des erreurs, tu arriveras quand même. Enfin, en fait, tu ne seras jamais soft lock. Tu pourras quand même avancer. Voilà, oui, pardon, tu ne seras jamais bloqué, pardon. Et voilà. Mais donc, effectivement, tu peux faire n'importe quoi avec les pièces jointes, mais tu dois forcément déposer certaines. En gros, les pièces positives qui font monter certains scores les plus importants pour pouvoir terminer le niveau. Par contre, si tu fais que ça, et que tu fais aussi, on va dire, donc voilà, par exemple, si genre pour Aya, je vais déposer cette pièce-là, qui fait baisser ça fait pas baisser son score, bref, on va dire celle-là, par exemple, voilà, si tu fais que des trucs comme ça, là, au bout d'un moment, ça va être compliqué pour aller aider Sophie, donc en gros Nabil et Samantha, parce que justement, tu as fait trop d'erreurs, on va dire, dans cette approche-là, on va dire. Alors moi ce qui m'intéresse c'est tout effectivement le côté comment vous faites réfléchir le joueur, parce que c'est quand même vraiment aussi ça le but. Ouais. Ça se déroule, on a vu beaucoup avec l'échange, enfin en partie avec l'échange par message avec Marie. J'ai complètement pas voilà, donc comment ça se passe ces échanges-là? Est-ce qu'il n'y a que Marie déjà dans le jeu ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et comment se déroule? Est-ce que c'est un arc où en gros le joueur va choisir des réponses ou d'autres et ça change ou pas? Enfin, comment c'est pris en compte ça? Parce que votre but c'est quand même du coup, c'est une question dans la question, est-ce que votre but c'est d'orienter le joueur quand même à prendre position contre Dolos, etc. et donc finalement il est relancé là-dessus régulièrement, à lui faire prendre conscience des biais, des discriminations ou autres, mais il ne faut pas le faire de manière moralisateur non plus, j'imagine, et vous le disiez, le but du jeu c'est pas d'être moralisateur. Donc voilà, il y a cette fenêtre de chat qui permet d'avoir un canal. Comment elle est pensée, comment elle est réfléchie cette discussion? Le but, oui, de Marie au départ, c'est vraiment d'apporter un contre-discours à celui de Dolos. Et le but aussi, c'est d'essayer j'ai voulu ne pas construire un personnage moralisateur qui pousse le joueur à faire ce qu'elle considérait être bien, etc. Donc vraiment, c'est votre collègue qui, pareil, au départ, croit un peu à la promesse de Dolos, de trouver le meilleur futur pour chacun de nous, et qui, au fur et à mesure, se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas nettes, et notamment avec le précédent, ce qui se passe avec sa sœur, qui, là, vraiment, elle s'interroge parce qu'elle ne trouve pas sa logique, quoi. Et où elle se rend compte de comment sont traitées les données et dans quel but. Et donc, on a vraiment construit ce personnage-là, où petit à petit elle est choquée potentiellement comme Théo, et donc elle l'accompagne potentiellement son évolution. Et si vous au contraire vous n'êtes pas du tout d'accord avec elle, vous pouvez l'ignorer, vous pouvez continuer à faire suivre Dolos, quoi, et auquel cas un peu lâcher l'affaire et la relation va un peu se détériorer, quoi. Donc oui, par exemple, là si on ne télécharge pas Exodolos, dans les prochains niveaux, Marie elle est absente, quoi. La narration peut vraiment évoluer très différemment selon les choix que vous faites dans le jeu, en fait, vos actions que vous allez avoir dans Dolos, et aussi les messages que vous allez lui envoyer, quoi. Et parce que je compare forcément à Paper Please qu'on a fait il y a un mois ici. Dans Paper Please, pareil, on peut on peut obéir totalement au système et respecter parfaitement les consignes, ne laisser passer aucun résistant et y aller directement. Mais on a des situations qui plongent vraiment le joueur dans un dilemme moral très important. Alors, dans le contexte de Paper Please, de femmes qui disent je veux retrouver mon mari, je suis malade, etc. Est-ce qu'il y a un peu cette culpabilisation du joueur potentiellement dans les dialogues, ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous jouez, quoi? Dans les dialogues, Marie pas tant que ça, au contraire, elle est pas du tout moralisatrice avec Théo, parce qu'aussi on a voulu placer le joueur dans une forme de vulnérabilité lui-même. C'est-à-dire que Théophile, c'est un ghost worker, donc c'est quelqu'un qui entraîne des IA à la microtage, qui est payé quelques centimes. Donc il y a vraiment très peu de moyens. Donc Dolos, c'est aussi un moyen pour lui de gagner sa vie. Donc moins il va dans le sens de Dolos, et moins il gagne d'argent aussi. Donc ça le met aussi dans une situation un petit peu difficile. Donc le rapport entre Marie et Théo est assez bienveillant, quoi. Donc elle va pas du tout jouer sur la culpabilisation. Par contre, les bios, elles, mettent en exergue en fait à quel point un système comme Dolos peut être extrêmement dur pour les individus. Et donc là, on a 3 exemples avec ces personnages-là, où en fait la moindre
la moindre malchance sociale, la moindre incartade dans votre parcours même scolaire va se payer cash en fait aux yeux du système, et vous allez beaucoup plus de mal en fait à essayer de vous élever socialement, quoi. Donc on a par exemple Nabil, son père de souvenir est mort dans un accident de chantier, il a vécu seul avec sa mère et sa sœur en banlieue, et il a eu un petit coup de destin où il a pu obtenir une bourse, mais il s'est passé quelque chose aussi qui a fait que il a perdu cette bourse là, et donc du coup il s'est retrouvé dans un lycée pourri, et ça l'a un peu démotivé, etc. Et donc du coup lui qui voulait à tout prix faire du droit, partir à l'université, etc., c'est beaucoup plus compromis aux yeux du système à cause de ça, quoi. Et donc il y a beaucoup comme ça d'histoires un petit peu et qui posent des questions, quoi. Notamment dans le prochain niveau, on parle aussi puisque Dolos va se poser des questions aussi froides que celle-là. Par exemple, dans le prochain niveau, on a une personne qui est très malade, et Dolos ne vous le montre pas, mais récupère les données de santé et considère que ça sert à rien de payer une formation à quelqu'un qui a potentiellement plutôt pas mal de chances de faire une récidive et de mourir, et donc du coup décide de la mettre de côté. Mais en la mettant de côté, il y a un peu de prophétie autoréalisatrice, parce que ça lui foutra un sacré coup au moral, et potentiellement si elle rechute, voilà. Donc ça pose des questions de ce genre-là qui sont parfois quand même pas simples à gérer, d'autant que le système est pas gentil avec vous, et que du coup vous avez des candidats, vous ne pouvez pas tous les aider, quoi. Donc ça pose des questions morales complexes, et en même temps aussi vous êtes un peu obligé de serrer la main contre le système, parce que vraiment vous ne le contrôlez pas, quoi. Vous êtes un peu prisonnier de ça, et vous essayez de faire un peu avec les peu d'outils que vous avez, quoi. Ok, très bien, merci de ces explications. Je vois que Dimitri, que tu es en train de jouer un peu avec le système. Alors on l'a bien compris, si on revient au gameplay, donc on est confronté à cette interface qu'on a vue avec les profils, les pièces complémentaires, etc. On glisse ou autre, on se fait un panier en quelque sorte des personnes que l'on retient. À la fin on valide, et qu'est-ce qui se passe ensuite du coup ? Eh bien, justement, c'est ce que je viens de faire. Et déjà, je remarque qu'effectivement, j'ai passé 16 minutes à faire ma mission, ce qui m'a coûté beaucoup d'XP. Oui, parce qu'on n'a pas fait le lien, mais du coup, on disait au départ que la condition principale d'échec, c'est de ne pas perdre son boulot. Et on va dire, on se fait virer lors qu'on se retrouve en XP négatif. Un peu comme de l'argent, finalement, c'est comme un compte bancaire. Sauf que là, c'est littéralement la carrière. Oui, car il y a un truc qu'on n'a peut-être pas dit, mais je pense que ça commence à devenir un peu évident. En fait, c'est un travail qui est gamifié, Dolos du coup, et c'est vraiment fait de manière un peu, c'est fait exprès justement pour essayer, on va dire, d'attirer, on va dire, d'éviter aux opérateurs de trop se poser de questions sur les choses, on va dire, trop humanisantes sur ces candidats-là. Et du coup, pour répondre à ta question, là, je viens de valider ma mission, donc ça c'est pas trop, non, ça s'est mal passé. Bon, je perds pas trop d'XP, en tout cas, je ne tomberai pas à 0 XP. Voilà, donc je ne tomberai pas à 0 XP, du coup, je garde mon taf. Et je passe à la phase suivante, car justement, voilà, là j'en ai pris du coup 10, dont Sophie, que j'ai d'ailleurs aidé, ce qui fait que voilà, là il y a le feedback, il y a le retour comme quoi on te fait comprendre que Sophie c'est bon, en tout cas elle voulait aller en droit, Dolos n'était pas partant pour l'envoyer en droit parce qu'elle avait un score très bas, pour autant j'ai fait ce qu'il fallait pour au moins la mettre dans mon panier, donc au moins elle c'est bon. Par contre, au moins elle. Là, on se rend compte qu'il y en a beaucoup d'autres et qu'il y a notamment effectivement ces trois-là, mais aussi tous ces candidats-là qui sont. Voilà, Exodolos, à sa façon lui aussi, t'a donné une liste de candidats à aider par ordre de priorité. Et du coup, je continue. Ouais. Pardon, je t'interromps une seconde. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc que c'est à la fois un jeu de critique de la gestion algorithmique, un Parcoursup empire, quoi, voilà, ce côté-là, ouais. Mais c'est aussi une réflexion sur le travailleur lui-même surveillé. Ouais. Effectivement, avec le travail gamifié, comme tu disais, donc il ressemble à un jeu, ouais. Pour le travailleur, alors qu'en fait c'est un moyen de le surveiller, de le contraindre, c'est un management extrêmement toxique en fait en réalité. Tout à fait. Donc il y a qu'est-ce qui est mesuré en fait, le temps, on a vu le temps que tu as mis pour répondre, donc il y a une forme de pression quand même, il faut répondre vite. Quoi d'autre, qu'est-ce qui est mesuré dans le travail entre guillemets? Justement, on en parlait, les pièces complémentaires elles-mêmes, hein. En fait, Dolos encourage à ce que les données soient les plus efficaces possibles, littéralement, toujours pareil, hein, Dolos qui promet la société la plus efficiente. Si tu déposes des données efficientes, donc concrètement des données qui montent beaucoup, font beaucoup diminuer les scores, ça aussi c'est quelque chose qui est récompensé par Dolos. Si au contraire tu déposes des données qui sont inutiles, concrètement qui rapportent peu, qui
qui font baisser peu, ça te fait baisser ton XP, donc ça c'est pénalisé aussi. Et ouais, là, en tout cas dans cette phase-là, c'est essentiellement le temps et les pièces, vu que c'est un petit peu le cœur de jeu, en tout cas pour ce jeu-là. Sachant que là, par contre, effectivement, il y a des, on parlait de gamification, il y a aussi des succès in-game qui ne seront pas les succès Steam, on en prévoit d'autres, mais ceux-là, pour le coup, c'est des succès très, dans la mentalité de Dolos, donc déposer des pièces mais pas trop, concentrez-vous que sur les meilleurs scores, faire justement la phase en moins de 12 minutes, donc là typiquement c'est un succès que je n'ai pas réussi. Ça c'est des manières aussi de gagner encore plus XP. Mais voilà, en tout cas la pénalisation elle est vraiment de l'ordre de quelles données tu déposes et le temps, ce qui sera encore différent dans la phase d'après. Parce que donc le risque c'est de se faire renvoyer, c'est ça? Oui. Et il y a une question d'argent aussi, de gestion du compte, c'est ça ou de... Alors oui, par contre ça a été une des grandes divergences par rapport à Paper Please, parce que moi en tant que joueur ça m'avait beaucoup frustré parce que la difficulté dans Paper Please est quand même assez conséquente. Et moi dans mes souvenirs j'étais jamais allé plus loin que le niveau 4, donc ça m'avait un peu vite saoulé. Donc là c'est plus juste de l'ordre narratif pour essayer de mettre dans une ambiance, de faire comprendre aussi que Théo a ses propres problèmes lui-même et qu'il peut pas tout faire, il est même lui aussi pris par ses propres difficultés de vie, quoi. Voilà. Et dernier point donc sur la gamification, on a vraiment aussi voulu pousser le truc au max en mode comment une entreprise pourrait utiliser ces outils-là pour aussi générer une forme de compétitivité entre les différents opérateurs, puisqu'il y a aussi un système de classement et on vous pousse en fait à être le meilleur opérateur possible, d'où les challenges, etc. Quoi. Voilà. Est-ce que tu es en train de dire on le voit ici justement. Donc là c'est les différents employés de Dolos. On est top 75 actuellement. C'est pas terrible. C'est pas fou, ouais. Là par rapport aux autres on n'a pas été assez productif, quoi. Certes on gagne notre taf, mais bon, après ça t'évoque ce que ça t'évoque, hein, pour certains. Peut-être que c'est pas une bonne nouvelle de se dire qu'on n'est pas très en bas du classement si jamais tu veux l'être, en tout cas. Oui. Juste sur je reviens un tout petit peu juste sur les conséquences. Enfin, est-ce qu'il y a des conséquences financières du coup au fait de réussir ou pas, ou c'est juste en fait elles sont là. L'idée c'est surtout de faire comprendre que tu as un travail très précaire de base. Il faut garder le travail, quoi. Voilà, il faut garder le travail. En fait, bon là c'est spoiler, je sais pas si on le verra jusqu'au bout, mais à la fin de la journée on gagne une somme très faible, qui d'ailleurs est variable. Malgré le fait qu'elle soit faible, est variable sur le fait que si tu as aidé ou pas des candidats, ceux-là, si tu les as aidés, tu reçois systématiquement un seul goët, donc l'argent du jeu. Donc c'est assez étrange, on se pose la question de pourquoi tu es si mal payé. Mais voilà, dans tous les cas, tu seras payé au lance-pierre. Mais le principal intérêt, en tout cas, dans l'axe qu'on a voulu porter dans Dolos, c'est vraiment plus l'axe de la carrière dans le travail, plus que les conditions matérielles d'existence classiques, un peu comme on peut le voir dans Paper Please. C'est un angle qu'on a volontairement voulu choisir parce qu'on voulait vraiment porter le focus uniquement, en tout cas sur la vie au travail dans Dolos, quoi. Alors avant de passer à la suite, il y a une question aussi que j'ai envie de vous poser, parce que là c'est quand même une vision effectivement qui est très réaliste, hein, mais très négative du travail numérique, la surveillance, la gamification, etc. Est-ce que c'est des choses de votre expérience que vous avez connues quand on nourrit ça, ou comment c'est né? Pour ma part, j'ai aussi fait un mémoire sur Dolos. On disait qu'on s'était croisés à Paul Valéry, on avait quand même effectivement fait la mobilisation ensemble, et moi aussi du coup après par la suite je me suis à la fois intéressé à ce que Julien a lu avant que j'arrive sur Dolos, et aussi de manière générale à tout ça. Et alors les cas d'application de la gamification existent aussi de manière positive, dans un cadre pédagogique, en école ça se fait, etc. Donc en tout cas si la perception est uniquement négative, c'est pas uniquement ce qu'on veut véhiculer. Là on a mis un cas d'application qui est plus, on va dire, de l'ordre d'une application libérale, on va dire, de la gamification, où les individus sont soumis à un classement, etc. Mais voilà, en fait, peut-être qu'on l'a pas dit, donc on va peut-être le dire, c'est assez important. On veut pas vraiment on veut pas diaboliser la technologie, on veut plus parler finalement des utilisations politiques de la technologie et de l'IA, plus que de réellement dire l'IA c'est mal ou les technologies c'est mal. Donc la gamification elle est appliquée, l'IA est utilisée aussi dans un cadre, mais voilà, c'est plus sous cet angle-là qu'il faut le voir. Et sinon, pour répondre, oui, donc dans mon mémoire, j'avais effectivement parlé
un cas d'application de la gamification qui je trouvais intéressant, qui s'appelait Pile de CV, qui n'a jamais été appliqué finalement. C'était un projet de Pôle emploi pour faire en sorte que la recherche de l'emploi soit gamifiée, chacun gagne des points d'XP, etc. Bon, on peut retrouver ça sur internet, ça a été, il y a eu des articles là-dessus. Mais voilà, bon, effectivement, il y a eu d'autres exemples plus concrets aux États-Unis et en Chine aussi, notamment la gamification. Mais voilà, personnellement, on l'a pas vécu, sauf si c'est un exemple. Après, on l'observe aussi dans la vie de tous les jours, avec tout un tas de plateformes, que ce soit Uber ou Amazon, etc., qui utilisent beaucoup ces outils-là, notamment vis-à-vis de leurs employés, pour les rendre plus productifs et puis surtout pour les contraindre beaucoup plus à faire les tâches qu'ils attendent de quoi. Et juste d'ailleurs sur ce point, j'ai vu là récemment qu'il y a une chaîne de supermarchés au Japon qui a équipé les caisses de caméras pour détecter les sourires des caissiers et caissières, et officiellement sous forme de jeu. C'est-à-dire qu'ils gagnent des points, des étoiles, etc. s'ils sourient suffisamment. C'est exactement cette surveillance. Voilà. Alors on est passé du coup à la phase 2, c'est ça? Alors, qu'est-ce qui se passe du coup dans cette phase 2? Je voulais juste montrer le tuto, bon là on l'entend pas très bien, mais voilà, en fait on a mis un petit motion design avec une petite musique d'ascenseur pour donner envie aux opérateurs de pas trop se prendre la tête et de juste faire son travail simplement. Dans la phase 2 concrètement, c'est tous les candidats qui n'ont pas été orientés dans la phase précédente doivent maintenant être assignés dans les places restantes, on va dire les formations restantes. Donc là on change d'ambiance un peu, ça va être un jeu de cartes. Bon là voilà, on peut retrouver effectivement la gamification aussi, mais là l'idée c'est qu'il faut pas trop prendre son temps. En fait, on va être soumis à un timer alors, en fait, je dis jeu de cartes, mais voilà, c'est une représentation de jeu de cartes assez simple en réalité. On se retrouve avec toutes ces formations-là qui sont toujours, qui sont variables à chaque fois qu'on fait cette phase-là. C'est toujours adaptatif par rapport à ce qui nous reste comme candidat. Mais voilà, là, concrètement, déjà, on peut voir tous les candidats qui nous restent à placer, qui sont actuellement tous listés ici. Alors ça, c'est une feature exclusivité pour aujourd'hui, car ça n'existe pas dans la démo actuelle, bref. Et voilà, on peut voir effectivement que là, il y a... En fait, là, ça annonce, on va dire à quelle sauce on va être mangé, c'est-à-dire que là, maintenant, tous les candidats, ils sont ici, ils vont être tirés au fur et à mesure, comme dans un jeu de cartes. Là, c'est la main de cartes qui est là. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est juste, on va dire, un temps de pause avant de commencer le jeu de cartes, parce que vu que le jeu de cartes donne pas mal de pression et est timé, du coup, là, l'idée, c'est juste d'avoir une vue d'ensemble, et notamment de Nabil, par exemple, que je me rappelle de lui, qui est ici, toujours, mais là, qui est à la fin de mon deck. Donc, il va être pioché en 20e position. Donc, ce qui me fait comprendre que si Nabil, qui veut aller d'ailleurs, je peux voir ses vœux, d'ailleurs, oui, ça c'est aussi très important, c'est que là, du coup, dans cette interface-là, voilà, au jeu précédent, il y avait tous les candidats, ils voulaient tous aller en droit, et d'ailleurs, on voit qu'ils veulent tous aller en droit. Mais là, maintenant, c'est le jeu de cartes, et maintenant, le droit, il n'y a plus que 3 places, quoi. Là, on le voit littéralement, il y a 3 places pour le droit, et il y a littéralement beaucoup de candidats, beaucoup trop pour 3 places. Et du coup, l'idée, c'est que essayer de les placer selon où ils ont envie d'aller, ou alors de se confronter à ce que Dolos te dit de faire d'eux. À gauche, la recommandation de l'os, c'est ça? C'est ça. À droite, les vœux des candidats. C'est peut-être pas encore super clair, on va bosser ça, mais effectivement, sur la colonne, voilà, sur les 3 de gauche, là, c'est les recommandations de l'os, et là, c'est les vœux. Donc, c'est un peu la dualité est un peu là, sachant que d'ailleurs, on peut isoler, voilà, donc en fait, les vœux pour se rendre compte de, ok, Thibaut, lui, on lui recommande d'aller au cinéma, mais, par exemple, Roxane veut aller au cinéma, et j'en suis et il veut aller au cinéma. Et Roxane, j'en suis sûr qu'elle est là. Donc elle est aussi un candidat donc en fait d'Exodolos. Donc en tout cas, elle a été repérée par le programme comme étant une personne qui aurait besoin en tout cas d'aide parce qu'elle est défavorisée. Donc voilà, effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire et que qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour le faire, donc il y aura des choix à faire forcément. Et que parfois on a des recommandations qui sont absolument à l'opposé des vœux des candidats. Oui. C'est-à-dire que là c'est le cas, oui, effectivement. Pas tous. Non. Mais on va recommander, par exemple, là j'ai vu de la biologie à quelqu'un qui voulait faire le droit, quoi. Tout à fait. Oui, c'est pas du tout la même. Et il y a des jobs aussi, donc, du coup, qui sont toujours là pour dépanner. Et vous allez voir, c'est littéralement ça, car si vous savez pas quoi faire, au pire, mettez-les donc en fait au job, donc en fait recommandé par Dolos. Mais on va le voir tout de suite, autant se lancer. Allez, vas-y. Donc voilà. Donc alors là, c'est le tour 1, c'est la préparation. Avant que je dépose mon premier candidat, j'ai droit autant que je veux. Donc je vais juste commencer doucement. Thibaut, je remarque qu'il va aller au cinéma, il veut aller en droit, mais Dolos me recommande en fait voilà, pour le cinéma. Je vais
vais quand même l'envoyer au cinéma. Attends, quoique, je vais peut-être choisir quelqu'un. Oui, voilà, je commençais par la littérature ici. Et c'est parti. Donc là, première orientation. Voilà, et donc en fait, il y a un système de plus tu fais des bonnes orientations, donc c'est-à-dire des trucs qui sont en connexion avec ce que Dolos veut de toi, enfin veut, plus tu vas gagner du temps. Et le temps qui te permettra de prolonger ton tour, et si tu prolonges ton tour, du coup, tu peux toujours continuer à jouer. Car si le tour s'arrête, il y a des candidats qui vont prendre la place de tes candidats, et qui du coup, à la fin, tu vas te retrouver coincé parce que tous tes candidats à toi n'auront pas la place qu'ils veulent, quoi. Bon, la sociologie, j'en vois là-bas. Donc là, je commence à plus trop réfléchir, parce que bon, je me dis, en fait, là actuellement, je n'ai qu'en tête Nabil, donc je vais surtout commencer à faire beaucoup d'orientation selon Dolos. Bon, terrible en fait, c'est que tu décides de la vie de deux candidats, voilà, leur choix d'études sous forme d'un jeu de cartes. C'est vrai que là je le dis de manière très très détachée parce que je suis développeur et que je fais ça tous les jours. Mais oui, il faut prendre conscience de là. Et d'ailleurs, c'est aussi effectivement, pour rester sérieux là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de joueuses qui se retrouvaient face à ça et qui étaient complètement paralysés parce que les choix étaient très très difficiles, quoi. Ils avaient tellement empathisé sur la situation de ces candidats-là que du coup, là, on est en train de décider de l'avenir des gens en faisant un drop de cartes. J'imagine que c'est le but aussi, du coup, parce que là, on crée un malaise chez le joueur qui se dit qu'il y a quand même une rupture entre ce qu'il connaît des candidats, les enjeux de l'orientation et le côté fun d'un jeu de cartes, quoi. Ah oui, non, là, c'est vraiment, on les traite comme du bétail et vraiment le reste qu'on doit orienter, là, vraiment, c'est à la chaîne, quoi. Vraiment, il n'y a plus de temps. Donc on a vraiment, c'est vraiment la partie la plus déshumanisante du jeu, où vraiment on n'a vraiment plus le temps vraiment de se questionner sur ce que sont ces individus, sont vraiment résumés à 4 chiffres, et à partir de ça, on doit les orienter. Ouais. Et donc là t'as gagné du temps en haut parce que t'as fait des bons choix, c'est ça? Ouais, et j'essaie de bien jouer, en fait j'essaie d'avoir un gameplay un peu contre Dolos, c'est pas évident, ça prend plus de temps. Donc là, je vais aller au cinéma, c'est un de ses vœux. Alors là, ça va coûter du temps. Voilà. Là, je commence à faire des erreurs parce que du coup, là, c'est un de ses vœux, mais Dolos, il n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'il n'a pas le bon capital dominant. Ok, donc c'est encore très bourdieusien. Ceci dit, j'ai un bon stock de temps. Donc je peux quand même Oui, pardon. Ceci dit, j'ai un bon stock de temps, donc je peux quand même jouer avec le temps qui me reste pour continuer à faire un peu, on va dire, des pas de côté. Donc là, il y a mi-abonné, elle est là. Je vais l'envoyer au cinéma, ça va également me coûter du temps, mais bon, c'est un sacrifice que je fais, allez hop. Mais par contre, voilà, en faisant des erreurs, on voit qu'il y a la jauge noire qui se remplit en bas à droite. Oui, et cette jauge noire, en fait, elle t'annonce un peu ce que tu vas te manger tôt ou tard, on va dire, désolé des termes, mais en gros... Ouais, là, en fait, ce que je fais, c'est que je fais exprès de ne pas orienter en droit, car je sais que Nabil et Sophie, Samantha, ils veulent aller en droit. Donc je fais sauvegarde la place. Et oui, parce que là, il reste vraiment rien. Là, en fait, en gros, le droit, là, on le voit, il y a les universités, elles sont là, ça c'est nombre de places, il reste plus qu'une place. Donc je peux vraiment, j'ai plus droit à l'erreur pour ça. Je commence à stresser actuellement. Comment tu sais qu'il reste qu'une place? Ah oui, c'est à droite le... Oui, on le voit à droite. Okay. On le voit à droite, effectivement. En fait, en gros, après, c'est très réaliste. Hein. En gros, les universités sont à droite et on voit que ces universités partagent des formations. Par exemple, le droit, on peut voir que c'est que dans l'université de Bordel. Économie, il n'y a que à Montguillem. Bon, c'est des noms qui peuvent évoquer bien sûr des choses. Là, il y a le Priam et Montguillem. Là, il y a Priam, Montguillem, etc. Donc, en fait, voilà, on voit que les formations sont communes à des trucs. Attends, faut que je me concentre. Je vais faire ça. Ok. Je viens de perdre du temps, mais je viens de gagner 4 cartes. Du coup, mon tour continue encore une fois. Du coup... Donc là, on est d'accord que dans l'idée, dans le scénario du jeu, là en fait, ce serait une solution logicielle qu'aurait développé Dolos pour permettre de trier les candidats. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette déshumanisation, effectivement, elle est volontaire de la part de Dolos, parce que ça permet de plus facilement, moins réfléchir, entre guillemets, au choix qu'on est en train de faire. Ah bah là, et de se prendre complètement au jeu, comme on ferait un jeu de cartes, quoi. Et on en oublie qu'on est en train de... Alors c'est un très bon point. Vas-y, juste effectivement, je fais ça. Effectivement, c'est un point qui arrive très souvent chez les joueurs et les joueuses, et ça fonctionne en tout cas. Et c'est ça que j'allais vous demander, c'est que c'est intéressant justement. Ça peut même faire peur en fait pour le coup. Mais parce qu'après coup, on peut se dire mais qu'est-ce que je viens de faire en fait. Voilà. Je sais pas si tu veux compléter. Oui. Alors c'est vrai que ce niveau-là en particulier est très puissant là-dessus, mais c'est aussi la raison pour laquelle
la gamification est mise aussi à ce point en avant, justement pour essayer de pousser à voir le truc comme un jeu, à essayer de faire les challenges, etc. Et de créer cette distance avec les candidats, avec le fait que c'est des êtres humains qu'on est en train de traiter et que c'est leur avenir qu'on est en train de gérer. Donc oui, il y a toutes ces couches-là, et c'est vrai que sur ce niveau-là en particulier, et aussi le fait qu'on mette de la pression avec le temps, avec le fait que, parce que là on voit les cartes externes en fait c'est les autres opérateurs qui eux-mêmes sont en train de sélectionner à droite à gauche. D'accord. Donc du coup sans arrêt il y a des places qui sont en train de partir, donc on est mis en concurrence sans arrêt en fait avec les autres opérateurs également. Et voilà. Ah, tu vas pas pouvoir sauver... Et en fait, j'ai réalisé que quelqu'un a pris la place avant moi. Du coup, il n'y a plus de droit. Donc t'as pas été assez rapide, c'est ça en tout cas, je pense que c'était pendant le... Ouais, non, je pense qu'il y a une carte qui est tombée dessus et j'ai pas fait attention. En tout cas, il n'y a plus de place pour le droit. Je vais l'envoyer en gestion, je suis désolé Nabil. C'est vraiment... Bah, Nabil aura de la gestion, déchirant. pas du droit du coup. Donc là, le bilan de la journée, en tout cas pour les 3 candidats importants, on va dire, en tout cas ceux dont la narration va pas mal porter le focus pour la suite, il y en a 2 qui n'ont pas été aidés sur les 3, et c'est compliqué. Du coup là, je pense aussi maintenant au fait qu'il faut pas que je me fasse virer, donc il faut que je termine juste gentiment ce qu'il me reste à faire. C'est-à-dire envoyer des gens aussi au boulot. Oui, du coup, là, t'en envoies certains directement à des emplois, quoi. Alors ça, c'est ce que je disais pour le côté, je sais plus ce que j'ai dit comme terme, genre défaussé ou je sais plus quoi. Enfin, en tout cas, ça, c'est la case facile. Si tu sais pas quoi faire d'eux, ah oui, alors je peux en parler comme vite fait. En fait, il y a quand même un double gameplay aussi, là, ici. C'est qu'en fait, là, on peut les orienter, ou alors, on peut décider de bloquer la formation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben, j'en profite, j'ai du temps, donc je vais en parler. En gros, là, on remarque que si je change de carte, la formation change, parce que c'est la formation, tout le temps la formation que Dolos recommande. En revanche, je peux faire en sorte, alors là ça va, je pense, il n'y aura pas d'exemple concret, mais en fait, concrètement, là je peux bloquer traductrice. Si je fais ça, traductrice ne s'actualise plus. Et si je tombe sur quelqu'un d'autre qui, lui, pour le coup, souhaite être traducteur-traductrice, ça l'orientera là. Donc c'est une manière aussi de tricher, entre guillemets, de jouer un peu avec le système. Et est-ce que tu es pénalisé du coup dans ce cas-là? On l'a vu, ça coûte du temps. Okay. En fait, en gros, bon, là pour l'instant c'est 10 secondes, on n'est pas fixé sur la valeur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement faire n'importe quoi, parce que je vais vous montrer un truc. Alors d'où vous est venue l'idée de faire un jeu de cartes pour cette étape du jeu? Pourquoi le jeu de cartes Est-ce que c'est une représentation de symbolique particulière ou est-ce que... En vrai, oui. On voulait toucher autre chose que... Non, enfin, je veux dire, en fait, pour la chosification, ça fonctionne pas mal, je trouve, le fait de se saisir d'un candidat dans la main. Là, pour le coup, voilà, si vous voulez de la référence, enfin, vraiment, on est dans la chosification ou la réification à l'ancienne, on va dire. Après, le jeu de cartes, c'est aussi quelque chose de très très populaire dans les jeux qu'on fait aujourd'hui. Et rien de mieux que de faire cette espèce de détournement, finalement, du jeu de cartes pour l'utiliser, là, pour le coup, à des fins beaucoup plus, on va dire, froides. Et oui, effectivement. C'était une recherche purement là pour le coup de design, mais on se disait voilà, on a fait un jeu de gestion, quelle autre représentation on pourrait faire autre que la gestion pour justement faire passer le même message finalement, enfin en tout cas faire ressentir les mêmes choses, mais à travers juste une approche différente, quoi. Oui, et puis en plus de ça, au départ, on n'était pas du tout parti sur un jeu de cartes, ça faisait presque tableur Excel, donc c'est pas très fun. Donc le but aussi c'était de trouver des mécaniques de jeu qui soient aussi intéressantes, et en plus ça va aussi dans le sens de la gamification de Dolos, et justement de créer quelque chose qui soit un petit peu amusant à faire, même si la tâche demandée est totalement déshumanisante et horrible, et c'est pour ça qu'on s'est orienté sur le jeu de cartes. Je comprends. Je vois le temps qui file, j'ai aussi des questions un peu plus générales, avant peut-être aussi des questions dans le public. On commence à bien comprendre le jeu, les origines, etc. et ce qu'il est aujourd'hui. En termes de retour que vous avez des éditeurs, du public, des salons, etc., est-ce que c'est un sujet qui parle aux gens? Est-ce que la manière dont vous le traitez rencontre plutôt son public, ou est-ce que vous traitez des thématiques qui sont quand même pas évidentes, hein? C'est-à-dire que quand j'ai présenté rapidement votre jeu en parlant à droite à gauche, quand on dit que ça s'inspire de Parcoursup, mais voilà, sous forme critique, etc., c'est pas forcément évident à pitcher comme ça. Est-ce que c'est en phase, est-ce que vous avez, c'est intéressant même en termes de critique de la surveillance, est-ce que vous avez réussi à trouver un public des éditeurs, etc. Oui. Et je pensais pas... En vrai, ça parle à pas mal de gens, parce que finalement, les générations après génération, c'est de plus en plus, les outils
et la récupération de données sont de plus en plus présentes. Alors certes, effectivement, peut-être que la distanciation ne se fait peut-être pas autant qu'à l'époque où on regardait ça d'un regard très méfiant. Maintenant, effectivement, la surveillance est partout, ça j'imagine qu'on en parlera beaucoup demain. Mais en tout cas, en fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'en fait, oui, on a rencontré un public en fait qui à la fois apprécie le fait qu'on traite ces thématiques de manière assez, avec un angle assez léger, parce que finalement, on a des dialogues de travail, on va dire, de la vie de tous les jours. On a aussi le fait qu'on fait un mélange finalement entre la gestion, entre le jeu de cartes et un thriller aussi, parce qu'il y a vraiment un côté très histoire forte, on va dire. Et après oui, alors après je peux rentrer dans les détails. Typiquement, un certain Alexis Blanchet que je cite et qui je sais apprécie particulièrement le jeu, parce que là pour le coup typiquement il y a un côté, Dolos te permet de faire des choses que tu peux pas faire avec Parcoursup par exemple, si jamais, mais tu peux très bien aussi le voir d'un point de vue de manière plus générale, c'est-à-dire que un tel sujet avec un tel angle, ça n'a pas été fait tant que ça, pour le coup, surtout avec cet angle-là. Et du coup, il y a beaucoup d'étonnement de manière générale. En fait, nous-mêmes, on est étonnés, et du coup, c'est cool. Enfin, on est tous étonnés de voir ça, que en fait, de par tous les exemples qu'on a choisis, les gens apprécient la légèreté, en tout cas, du fait que ça se laisse prendre par la main, la narration fonctionne, et du coup, le message aussi fonctionne. Et pour autant, on n'est pas moralisateur. Du coup, la réflexion se fait. Il y a des gens qui, on a vu, oui, ça je peux le dire, on avait des comportements de jeu très différents sur le jeu. Voilà, ça c'est très intéressant. Il y a des gens qui vraiment n'abordent le jeu pas de la même manière. Je pense qu'on en parlera ça aussi demain, parce que je crois que ça fait partie du débat, mais c'est là aussi où nous, en tant qu'auteurs, on se retire un peu, quand bien même on se rend compte que des gens apprennent le jeu différemment. C'est aussi le postulat qu'on a fait de base. On a fait le pari on le place dans un contexte socio-économique, il fait ses choix, il fait ce qu'il a envie de faire. On a prévu des narrations en fonction de ça. Et après, c'est à lui d'assumer les conséquences de ses choix, en fait, tout simplement. Ça fait un peu lâche comme ça, c'est vrai. Mais après, on a prévu les issues et les fins qui vont bien suite à ces choix-là. Oui, il y aura un certain nombre de fins, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Parce que là, on ne dirait pas, mais vraiment, il y a une narration. Julien en a parlé, mais vraiment, c'est un peu comme Paper Please, ça fonctionne par arc narratif. Il y a un développement narratif où, en fait, comme dans Years and Years, je ne sais pas si vous voyez la série télévision, la série télévisée, mais en fait ça évolue dans le temps, à mesure qu'on avance. En fait, le pays dans lequel on est évolue, ton personnage aussi, les conséquences de tes choix, tu les vois dans Dolos. Notamment, on peut voir que là, Nabil, Samantha et Sophie en fait ont un destin qui est variable en fonction de ce que tu as fait. Et là, l'année prochaine, quand on va se reconnecter au niveau prochain, on sera plus en 2023, on sera, je sais pas, genre 1 ou 2 ans après, par exemple. Et là, on pourra voir toutes les conséquences des choix. Donc là aussi, pour le coup... Donc le joueur est confronté aux conséquences de ses propres choix. C'est là où le côté thriller est très important, selon moi, et la narration, pour le coup, même si là, on ne se rend pas trop bien compte, mais vraiment, c'est un peu la colonne vertébrale, quoi. Oui, alors sur le public, juste un petit truc, oui, c'est vrai qu'en tant que Français, on voit Parcoursup, quoi. Donc ça, c'est certain que... Et d'ailleurs, c'est les quelques contacts qu'on a eu avec des éditeurs français, ça a souvent été ça, c'était que c'est trop franco-français, qu'à l'international ça n'intéressera pas, etc. Et on se rend compte que en fait, on a eu des joueurs notamment américains qui sont totalement pris au jeu, et notamment un streamer, je me rappelle, qui en lisant la bio de Sophie disait c'est exactement ma vie, quoi. Et en fait, Dolos parle plus un peu d'une société où la mobilité sociale est beaucoup plus entravée, où on a de moins en moins de possibilités en tout cas, le discours méritocratique apparaît comme de plus en plus fallacieux, d'un certain point de vue. Et donc c'est des questions en fait qui traversent un peu toutes nos sociétés libérales, pas uniquement en France, quoi. Donc ça pose des questions aussi de justement notre rapport au travail, notre rapport à la méritocratie, notre rapport à la justice. Donc c'est vrai que le scope Parcoursup en France est très visible, parce qu'évidemment ça renvoie beaucoup à ça. Mais à l'international, les sujets qui sont développés dans Dolos sont beaucoup plus larges en fait. Donc du coup ça fonctionne très bien, quoi, sur le public, quoi. Et je me rappelle une anecdote, je vais terminer là-dessus, qui m'avait beaucoup fait aussi, c'est que les gens s'impliquent beaucoup dans les petites informations qu'on a, etc. Et je me rappelle qu'au tout début, sur le premier niveau là qu'on a vu, où on doit sélectionner un droit, etc. Il y a quelqu'un qui vraiment voulait essayer de prendre tous les candidats Exodolos coûte que coûte, et elle avait un super candidat avec une note très élevée, et en regardant dans son profil, elle voyait qu'il lisait Valeurs Actuelles. Parce qu'à l'époque, on avait les vrais noms de journaux, aujourd'hui on les a un petit peu anonymisés,
Et là, elle était, mais je peux pas le prendre lui, c'est pas possible, je peux pas l'envoyer en moi. Et donc il y a pas mal comme ça d'implications morales et éthiques à travers le jeu qui fonctionnent très bien, et en fait, que vous soyez français ou pas, quoi. Et en termes de financement, vous avez réussi à, je vais sur tous les terrains, mais vous avez réussi à trouver des financeurs pour ce type de projet? Est-ce que il y a un écho aussi de ce côté-là? On a réussi à avoir l'aide à l'écriture du CNC, l'aide après prod du CNC qui a pu nous aider dans un moment où c'était un peu plus compliqué. Après, au niveau des éditeurs, on n'a pas eu de financement privé, quoi. Et ça s'explique aussi pas tellement par le thème du jeu, mais juste parce que c'est un jeu narratif solo et que les éditeurs vont là où ils pensent à gagner de l'argent, quoi. Donc généralement ils regardent ce qui fonctionne bien à un instant T. Donc là par exemple dans le jeu indé, ce qui fonctionne très bien, c'est ce qu'on appelle le roguelike. Et donc généralement quand vous faites un jeu de ce type-là ou des jeux multi, un peu concept, comme on voit un petit peu fleurir en ce moment, ça pour trouver des financements ça va être beaucoup plus facile. Mais pour des jeux comme Dolos c'est un peu plus compliqué, surtout quand c'est votre premier jeu, vous n'avez jamais rien développé avant. Donc oui, un éditeur il met son argent, donc il va aller là où il pense déjà le récupérer et faire du profit. Donc il va plus se concentrer sur des choses qui sont porteurs sur le marché, quoi. Enfin, en tout cas ce qu'il s'imagine porteur sur le marché. Sans lien forcément avec le thème traité, la question de la surveillance. Ok, au contraire c'est peut-être des choses qui sont non pas porteurs actuellement, ou le côté critique un peu, parce que c'est pas critique de la surveillance, c'est critique de l'IA, il y a une critique de plein de choses en fait derrière votre jeu. Oui, le seul éditeur où on a été en contact, le sujet pour eux était catchy, quoi. Mais après c'est aussi comment on évalue l'argent qu'on demande, etc. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment, ils sont plus axés quand même en termes de genre de jeu, en termes de mécanique de jeu, plutôt que le sujet, c'est pas vraiment quelque chose qui est revenu dans les discussions qu'on a eues. Après voilà, pour la suite de tes propos, le jeu n'est pas fini, donc rien n'est fait encore au niveau du financement. Je suis pas en train de dire qu'on y croit, mais de manière générale aujourd'hui, je sais pas si vous suivez un peu l'actualité du jeu vidéo, mais voilà, c'est vrai que en termes de financement, tout se refroidit pas mal, on va dire. Donc j'ai l'impression que beaucoup d'éditeurs aussi s'engagent que vers la fin en termes de marketing. Nous, c'est ce qui va beaucoup jouer prochainement, c'est le marketing. C'est une véritable bande-annonce très courte, extrêmement explosive, on va dire. Donc voilà, tout ce genre de choses qui vont se faire dans les prochains mois, une année ou deux. Et dans tous les cas, ce genre de choses-là, oui, là pour le coup, seront très importantes. Donc on n'est pas fixé encore sur est-ce que vraiment on sera tout du long indépendant, on verra bien. Alors j'ai une dernière question avant d'ouvrir au public, encore plus pour élargir peut-être encore. À titre personnel, votre regard sur l'évolution des traitements algorithmiques, parce qu'effectivement là on va parler de Parcoursup parce que c'est français, mais même en dehors de ça, les traitements algorithmiques aujourd'hui il y en a absolument partout. Là par exemple à l'Observatoire de la surveillance, j'en parle dans quelques instants, là, qui co-organise l'événement et celui de demain, on travaille sur la surveillance des allocataires de la CAF, qui par exemple est très importante et qui est très obscure aussi pour un certain nombre pour son fonctionnement. On pourrait parler des impôts, on pourrait parler de plein de services publics qui aujourd'hui sont pour l'objet d'une surveillance algorithmique de plus en plus poussée. Vous êtes plutôt pessimiste, j'imagine, peut-être avec la réalisation de ce jeu du coup sur la suite. Enfin voilà, votre point de vue peut-être en tant qu'aussi citoyen, voilà, créateur de ce jeu sur tout ça. Tu l'as dit, en tout cas avant même qu'on parle d'IA, on parlait d'algorithme en version 1, on va dire, parce que l'IA finalement c'est aussi une adaptation marketing, mais le centre du sujet c'est vraiment l'algorithme, comment il peut trier, etc. On se cache pas que en tant qu'auteur on a des positions, on ne peut pas non plus totalement se cacher derrière la responsabilité du joueur ou de la joueuse pour ne pas avoir à se positionner. On en a clairement une, et évidemment nous l'idée c'est d'amener les gens à réfléchir sur ce sujet, de se dire est-ce que vraiment c'est normal qu'on devrait à ce point-là récupérer des données. En fait maintenant on n'est même plus dans l'idée de... En fait on s'est dans une ère post-Snowden où maintenant pour le coup on n'a même plus l'impression que la justice s'applique, on va dire réellement, en tout cas pour le cas de récupération de données de masse. Justement l'idée c'est d'aller plus fort là-dedans en fait, pour le coup, pour essayer de choquer les consciences au maximum, quoi. Parce que là techniquement on est censé être en dystopie, mais ok, très bien, c'est une version de la réalité aussi, c'est une
version du réel aussi quelque part. Sauf que ça s'appelle pas de l'os, mais peut-être que ça s'appelle autre chose. Donc bref. Mais et puis oui, après inspiration autre que ça, il y avait évidemment le crédit social chinois. Et de manière générale, tout l'esprit très libéral de comment sont classées les universités. Je pense aux universités américaines qui sont vraiment elles-mêmes aussi soumises à un certain. Enfin, il n'y a clairement pas d'université publique comme les nôtres là-bas pour le coup. Quand bien même il y a beaucoup de choses à dire sur à quel point le système public, on va dire, est vacillant aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de choses à observer aux États-Unis par exemple. Donc voilà. Globalement, oui, on est très sensible. On veut justement essayer que les gens se rendent compte que ça peut être impactant. Pour autant, après, il peut aussi très bien ne pas du tout. Moi, je pense que ça paraît quand même assez évident le positionnement. On peut pas jouer au jeu. Ouais. On peut pas jouer au jeu sans comprendre qu'il y a une critique derrière quand même, je pense. En tout cas, un minimum une réflexion qui est proposée et après, t'en fais ce que tu veux. Mais oui, la critique, elle est réelle évidemment. Oui, après, notre position sur l'IA et sur ces technologies-là, en fait, j'ai pas l'impression que je vais dire un truc très novateur, mais moi je vois ça comme des outils, donc après ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, quoi. Certain que si on en fait dans le cadre d'une recherche, de baisser les coûts, là tu parlais de la cave justement, donc d'essayer de trouver un maximum de personnes à qui on pourrait radier pour faire des économies sur les APL, sur le RSA, etc. Bon, c'est certain que là l'utilisation de la technologie est quand même très angoissante, voilà. Mais il y a d'autres projets aussi qui parfois sont assez bluffants, notamment en termes de prévention de santé aussi, où j'avais entendu parler d'un truc qui récupérait les données de santé de personnes cardiaques justement pour essayer d'anticiper les potentiels arrêts cardiaques et donc de sauver des vies, quoi, en fait. Donc il y a des utilisations en fait qui sont très intéressantes de l'IA, mais après ça dépend aussi du cadre législatif, du cadre réglementaire qui va s'appliquer. Pour prendre un exemple un peu, qui est très jeu vidéo, donc qui sera peut-être moins choquant, mais il y avait Shuei Yoshida qui était un ancien ponte de chez Sony qui racontait que durant une fin d'année scolaire il avait regardé des projets étudiants, il avait participé à un jury et il y avait une équipe qui avait fait un jeu qu'il trouvait magnifique, il a seulement 10 et il s'est demandé comment ils avaient fait. Donc ils avaient expliqué qu'ils avaient fait des assets via je sais plus comment il s'appelle ce truc là qui génère des... Ouais, mais je ne me rappelle plus le nom qui est extrêmement connu dans le milieu, mais on utilise via Discord. Putain, j'ai un trou. Bref. Non, c'est pas celui-là. J'ai un trou. Enfin bref. Un système d'intelligence artificielle en tout cas. Voilà. Et Midjourney. Ouais, c'est ça. Et où il disait que ça permettait à des petites équipes de faire des projets plus ambitieux et en même temps aussi d'augmenter soit le scope, soit d'arriver aussi à pousser parfois des idées qu'on peut avoir tout seul mais qu'on n'a pas les compétences nous-mêmes pour le développer. Donc quelque part ça permet aussi de démocratiser en fait la création vidéoludique. Mais si dans le même temps ça enlève du travail à des gens, ça les met encore plus en compétition pour gagner leur vie et parfois peut-être même de renoncer en fait à leur passion parce qu'ils ne peuvent plus travailler, vivre de cela, ça pose aussi questions. Et donc là ça pose aussi des questions de régulation, de partage de la richesse, peut-être de revenus universels, etc. Donc en fait ça dépend du cadre parce que ça peut soulager aussi le travail et en même temps s'il n'y a pas le cadre législatif derrière, s'il n'y a pas la régulation derrière, ça devient en fait un outil plus de répression et de mise en compétition encore plus exacerbée, quoi. J'ai envie de poser la question directement. Est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle en partie? J'étais obligé de vous la poser. J'étais obligé de vous la poser. Et c'est intéressant en même temps, je pense, d'avoir votre retour. Est-ce que vous avez utilisé d'une certaine manière? On va répondre dans tous les cas tous les deux parce que voilà, on a à la fois des divergences et des convergences. Et puis avant tout, oui, pour répondre frontalement à la question sur l'IA, actuellement non. Pas que je sache. Non, pas que je sache. En fait, voilà. Donc non, en fait, tout simplement non. Et en fait, oui, en fait, j'étais en train de réfléchir justement par rapport à ce que j'allais dire. Donc en fait, oui, le grand débat par rapport à l'IA, il est assez intéressant. On va a priori utiliser l'IA pour la génération d'images, mais alors dans le cadre de déjà utiliser le site qui s'appelle Be Dispersed Does Not Exist. Voilà, qui est déjà une version, on va dire, un peu plus rudimentaire et moins customisée. En fait, c'est un choix qui, pour le coup, se discute. En fait, c'est purement, en fait, voilà, pour redresser les deux points de vue opposés, qui, je pense, pour le coup, le débat de l'IA est assez complexe. En fait, c'est une question d'un côté, de
économique, on va dire, pour l'utiliser, parce que nous on n'a pas les moyens de pouvoir, c'est pas les moyens, le moyen en tout cas pour prendre en photo des gens, etc. Là, les photos qui sont utilisées, notamment sur le key art que vous pouvez voir sur les affiches du jeu, ce sont des photos libres de droit. En fait, on s'en est très bien sorti jusque là. En revanche, dans le jeu, il va y avoir beaucoup de candidats, peut-être spoiler, en tout cas des candidats qui ont des photos et pas d'autres, parce que eux, pour le coup, ils ont des privilèges, et du coup, eux, ils ont une photo. Et donc ces candidats-là, pour le coup, d'ailleurs, qui seront perçus un peu comme une difficulté en plus dans le jeu, vu que c'est une brique de gameplay qui s'additionne. Et du coup, ces candidats, voilà, typiquement, en fait, il y en a beaucoup. Et comment mieux que faire ça que par la génération d'images. Après, en tout cas, moi, ce qui personnellement me pose problème, c'est pour ça qu'effectivement, on en discute encore aujourd'hui, c'est l'idée que oui, c'est des images forcément qui appartiennent à des gens. Et moi, je reste attirant sur la notion de propriété, voire même d'autorisation, tout simplement, vu que ces gens, on ne les connaît même pas. On sait que ça a été déformé, réutilisé, et que on ne sait même pas si ces personnes en prennent conscience. Mais pour autant, voilà, c'est quelque chose. En fait, moi, je suis très bloqué sur la notion de légal, et on le voit notamment avec l'IA de Ghibli. Ça a fait un gros sujet aussi. Bon, là, c'est même son droit d'auteur, mais pareil, en fait, pour le coup, bon, la réappropriation de l'outil artistique et le côté émancipation de tous au nom de l'art, franchement, je comprends très bien l'argument. Et de l'autre aussi, il y a le fait de dire, est-ce que ça pose pas de problème quand même d'utiliser des têtes de gens qui, en fait, ils n'ont même pas conscience qu'ils sont dans un jeu, et actuellement, ils sont en train de servir une narration dont ils n'ont même pas conscience, quoi. Donc, voilà. Ok, merci. Et du coup, point de vue divergent, convergent ou... Je ne veux pas rajouter grand chose. Oui, c'est vrai que pour les candidats, les photos qui apparaissent, oui, c'est des photos libres de droit, mais du coup, c'est des gens qui ont mis des photos en libre de droit, et ça rend service à certaines personnes aussi, mais dans d'autres domaines. Pour la question qui soulevait, oui, c'est des questions qu'on se pose, et on essaie de trouver les outils qui sont les plus éthiques possibles, et éventuellement de ne pas les utiliser quand on n'en a pas besoin, quoi. Voilà, là c'est vraiment le cas qui est cité, c'est vraiment un cas où vraiment on peut pas faire autrement, parce que là vraiment il faudrait qu'on ait des 300, 400, 500 images stockées dans le jeu. Après ça pourrait quasiment justifier d'un point de vue aussi de votre... Vous faites un jeu sur l'IA, le fait que les photos des personnes soient... Ça pourrait être un jeu, ça pourrait. Oui, tout à fait. Votre choix, ça. Je tiens juste à dire un truc quand même, c'est aussi mon côté, on va dire, graphiste qui parle là pour le coup, mais voilà, on n'a pas juste récupéré les photos de 10% de existent, on a tout autant que sur les photos libres de droit appliqué beaucoup de modifications de nous-mêmes sur Photoshop qui ne dépendent pas de l'IA, c'est des filtres, c'est des choses qu'on a personnalisées nous-mêmes, et voilà, on voulait apporter tout le temps notre patte dans tous les cas. Là-dessus, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on... Oui. Alors il n'y a pas de micro qui circule, donc je vais répéter la question après pour nos amis d'internet. Non, mais déjà, première chose, c'est merci. Merci parce que moi, ça fait quand même plus de 10 ans maintenant que je travaille sur ces questions non seulement de régulation de la sphère numérique et des jeux vidéo, qui travaille aussi beaucoup sur les questions de protection de la vie privée. Et j'ai toujours pensé, à chaque fois que je sortais d'une audition au ministère, à chaque fois que je sortais d'un amphithéâtre, à l'université ou en école de commerce, à chaque fois aussi que je sors d'un plateau télé ou radio où j'explique ces choses-là, que ce qui manque en fait à la réflexion intellectuelle et académique, c'est un côté gamification et ludique. J'ai l'impression que vous apportez une pierre à l'édifice là, et j'ai envie de vous dire merci parce que je pense que c'est vraiment un levier essentiel pour faire prendre conscience, au-delà de la pensée intellectualisante, des enjeux qui sont sous-jacents à toutes ces questions-là. Une autre remarque aussi qui devrait vous rassurer sur la question de l'internationalisation. En vrai, si vous sortez du prisme Parcoursup et vous changez juste de braquet en disant finalement on est en train de parler de ce que sont en train d'utiliser de plus en plus de cabinets de recrutement, de gestion de relations humaines, etc. En matière d'intelligence artificielle pour faire du placement non plus vers des formations mais vers des postes, en gros on est en plein dedans. J'ai encore donné une interview il y a 3 jours à la Provence où j'expliquais ce genre de mécanisme et c'est pas du futur, c'est déjà du présent en fait. Maintenant aussi, j'ai adoré les références culturelles qui sont sous-jacentes aussi. Pour moi, vous êtes sur le Gattaca appliqué au déterminisme social et à la formation. Sur la question narrative, j'ai retrouvé aussi le film Le Cercle, que vous avez peut-être vu sur Netflix, avec Emma Watson et Tom Hanks, par exemple. Sur la partie dashboard aussi, je retrouve tout ce que j'ai appris à aimer dans les jeux de simulation, et notamment dans Football Manager, par exemple, ce genre de choses. Par exemple. Donc tout ça, c'est super. Non, en fait, j'avais 2 petites questions. Une question plus de gamer et une question plus
d'académiques et de chercheurs. La question de gamer, c'est est-ce que vous avez prévu d'implémenter une version peut-être multijoueur avec un système de ranking sur les XP, par exemple, ou aussi un petit peu à la façon dont ça a été pensé dans Watch Dogs, le côté aussi où on pourrait permettre à certains joueurs d'aller parasiter la partie d'autres. En leur piquant des candidats, ce genre de choses. Enfin, ça c'est sur la partie gaming. Et sur la partie recherche, je vous ai entendu parler de ce qui se passe en fait dans les coursives, dans les coulisses de la programmation du jeu. Je vois à peu près ce qui pourrait être fait. Je vous ai entendu aussi prononcer le nom d'Alexis Blanchet, avec qui j'ai partagé un super moment sur un plateau France Culture, c'était génial. Est-ce que vous avez pensé aussi à vous associer à des chercheurs pour qu'on fasse de l'économie expérimentale sur la base des données d'utilisateurs, pour qu'on arrive à comprendre quelles sont les préférences et les facteurs déterminants les plus importants en fonction de certaines catégories d'utilisateurs ou de gamers face aux questions qui sont extrêmement cruciales que vous posez à travers le jeu. Parce que si vous le faites, je suis candidat. Je vais juste te laisser répondre. Une petite parenthèse pour commencer. On sait définitivement. Alors là, on a parlé de Parcoursup parce qu'il fallait expliquer les origines, etc. Mais le cadre Parcoursup, on s'en est vraiment distancé pour le coup. On a vraiment un pitch anglais qu'on balance sur les réseaux et qui est vraiment en mode thriller politique, qui parle que d'IA, etc. Mais en fait, voilà, on a mis plus l'IA à la place de Parcoursup. Donc là-dessus, je tiens à dire parce que là, c'était pour expliquer les origines. Mais voilà. On veut absolument se défendre là-dessus parce qu'on sait que si on parle que de Parcoursup, ça ne parlera qu'à une petite fragment de la population. Alors, je vais répondre pour la partie gameplay. Alors, il se trouve qu'on avait pensé en effet implémenter des éléments de multi-asynchrone dans Dolos où en fait, à un moment, vous avez vu la liste des opérateurs, des 100 opérateurs, et normalement, en fait, ça devait être la récupération des 100 joueurs qui avaient joué avant, on récupérait leur sauvegarde, et en fait, on faisait comme ça une moyenne en fait, du comportement de ces 100 opérateurs-là, et ça devait aussi déterminer l'évolution de Dolos et la fin potentielle que le joueur aurait eu. Donc, le joueur n'aurait pas eu simplement une fin par rapport à ses choix à lui, mais aussi à l'ensemble des opérateurs qui auraient en fait partagé sa partie, sans qu'il le sache véritablement. Donc on avait prévu ces éléments-là. Après, ça va demander un temps de développement et des compétences qui sont quand même un peu complexes. Enfin, en tout cas, qu'on n'a pas tous les deux. Donc ça fait partie des trucs qu'on aimerait bien faire, mais voilà. Et je laisse répondre. Alors on n'a absolument pas du tout considéré ça. Il faudra qu'on y réfléchisse, je pense. Enfin, là, pour le coup, à froid comme ça... En fait, c'est toujours intéressant que, on va dire, une création puisse être relayée ensuite et utilisée. Après, bon, il faudra peut-être qu'on discute de vraiment ce que les intentions derrière ça, pour le coup, en tout cas pour la récupération de données. C'est la mise en abîme en fait, c'est littéralement ça, on parle de la récupération de données. Mais voilà, parce que effectivement, déjà je pense que ça peut potentiellement, déjà que le jeu essaie de passer un message par rapport à la récupération de données. Si en plus on dit que les joueurs eux-mêmes leurs données sont récupérées, voilà, il faudra effectivement faire un petit message d'entrée de jeu, je pense, si on le fait. Tout autant d'ailleurs que le mode multijoueur qu'a dit, c'est pas multijoueur, c'est juste une récupération des précédentes parties pour faire une espèce de mode démocratie qui vient du coup décider de la fin du jeu en fonction de toi et des précédents joueurs qui ont joué au jeu. Dans les deux cas, on est dans des variations du jeu, on est dans des variantes un peu. Donc on en reparlera, je pense. Avec plaisir. Merci beaucoup, Julien. Il y avait juste une question là, et puis après on prendra et de toute façon après on pourra prolonger l'échange avec le buffet qui nous attend derrière. On vous écoute. Alors j'ai une question qui concerne la narration et une plutôt technique. Sur la narration, du coup, Exodolos, du coup, cette espèce d'application supplémentaire qui permet d'avoir des informations supplémentaires sur les candidats et candidats, implique du coup une récolte encore plus poussée d'informations personnelles sur une partie des personnes. Alors j'ai vu un petit peu avec les... Alors là on le voit plus parce que c'est plus la même partie, mais avec le contact que le personnage interrogeait un petit peu sa supérieure, mais elle ne dit pas tellement sur comment les données ont été récupérées, etc. Donc comment d'un point de vue narratif vous justifiez le fait qu'on ait une récolte de données encore plus intime pour, du coup, entre guillemets, aider. Combattre le feu par le feu, certes, mais du coup, comment on obtient le kérosène pour allumer ce feu? Et la deuxième question plus technique, c'est, déjà, vous l'avez dit un petit peu avant, déjà aujourd'hui, on a énormément de données qui sont récoltées. Est-ce que, du coup, il y a un moyen de faire le lien dans le jeu entre les données qui sont récoltées actuellement, y compris dans le cas de vidéo, d'ailleurs, et les données qui sont récoltées là? Est-ce que toutes les données qui sont actuellement déjà récoltées sont présentes d'une manière ou d'une autre dans le jeu,
ou bien ça fait déjà trop de données pour le simple jeu. Ok, alors je vais peut-être te redemander pour la question 2, parce que je n'ai pas sûr d'avoir compris. Pour la question 1, en tout cas, c'est une très bonne réflexion que tu te poses, et on y compte. Et d'ailleurs, oui, parce que peut-être qu'effectivement, avec un seul niveau de jeu, les gens ne peuvent pas se faire une idée aussi de où est-ce que la narration va être amenée. Mais en tout cas, le fait de se poser la question de mais attends, mais Exodolos est en train de faire un peu une sorte de Dolos, mais à sa manière, ça, on y compte vraiment bien. J'ai pas envie trop de spoiler pour autant, mais voilà, c'est prévu par la narration, on le prend en compte et presque on l'attend. Donc là, pour le coup, tu es sur la bonne voie. En tout cas, si toi tu y as pensé, ça veut dire que tu es sur tu es bien parti pour prendre une des 3 voies du jeu, on va dire, par rapport à ça. Et à part l'autre question, j'ai pas très bien compris. Je sais pas si toi tu as. Je voulais juste un petit peu Bah vas-y. Oui, du coup, alors je vais pas trop spoiler non plus, mais en effet, le fait d'aller dans la voie Exodolos pose aussi des problèmes éthiques sur la récupération de données, etc. Marie s'est expliqué dans la narration aussi comment elle récupère ces données-là, et en fait, vous pouvez aussi avoir des débats avec elle sur est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire ça, est-ce que vraiment aller encore plus loin, même si c'est pour quelque chose qui nous semble plus éthique, est-ce que vraiment ça vaut le coup. Donc c'est des questions aussi justement, des nuances de gris qu'on peut se poser tout au long de l'aventure avec Marie, et justement sur notre niveau d'implication dans Exodolos. Je crois que je reprends ma casquette de juriste, mais la seconde question, corrigez-moi si c'est pas bon, il me semble qu'elle était liée aux données véritablement qui sont dans Dolos, et au fait que dans la vraie vie, on collecte énormément de données, et les jeux même collectent énormément de données, et les éditeurs de jeux collectent énormément de données, et est-ce que toutes ces données qu'on collecte dans la vraie vie, on les retrouve dans Dolos, si j'ai bien compris la question, c'est ça, voilà. Je l'ai. Ou est-ce que ça fait déjà trop de données? Non, en fait, alors très honnêtement, les seules données qu'on récupère de la vraie vie sont les statistiques de l'INSEE pour créer une population crédible. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, mais en fait, tous les candidats qu'on voit dans Dolos, excepté les 3 là qui ont vraiment un background social assez développé, les autres sont générés procéduralement. Et du coup, en gros, c'est que des probabilités tout ça dans le but. Alors d'ailleurs, évidemment, c'est le travail de Julien très très conséquent là-dessus. Ça fait, du coup, il y a aussi tout l'apport en sociologie qui a été fait pour justement créer tous ces critères qui se placent dans les 4 capitaux de Bourdieu, là, en mode gamifié. Et du coup, voilà, c'est en fait, on a pris des statistiques publiques de l'INSEE et on s'est dit, on va recréer une population suffisamment crédible de sorte à ce qu'elle soit réalistement convaincante avec ses inégalités, avec ses différences sociales, économiques, etc. Et voilà. Et c'est les seules données. On n'a pas utilisé d'autres données que ça pour créer le système. Vas-y, si tu voulais peut-être dire autre chose. C'était une réponse intéressante, mais du coup ma question c'était plutôt sur le nombre de données qui dans le jeu sont utilisées pour sélectionner les candidats. Ouais. Est-ce qu'il y a dans le jeu moins de données que ce qui est déjà réellement collecté dans la vraie vie, ou plus en fait, ou autant? Alors, nous au départ, quand on est parti quand on a commencé à développer Dolos, on s'est imaginé un monde où le big data est encore plus énorme et a encore plus accès à beaucoup plus de données. Je ne sais pas à l'heure actuelle où ça en est, mais en tout cas, quand on a démarré le projet, on imaginait un monde où justement la récolte de données était passée encore à une échelle supérieure, justement pour être capable de faire ça, parce que pour être capable de faire un système comme ça demande une captation de données qui est massive. Et potentiellement plus massif que ce qu'il y a aujourd'hui, mais là peut-être que je laisse les chercheurs... Non, je pense qu'effectivement c'est plus massif qu'aujourd'hui, mais par contre, comme Julien disait qu'on pourrait faire une analyse économique de votre jeu, je pense qu'on pourrait tout à fait faire une analyse juridique des différents types de données et de ce que ça veut dire, etc. Je sais que par exemple sur Orwell, que tu as cité tout à l'heure, il y a eu un excellent article qui a été fait, qui de critique et d'explication du jeu, donc on pourrait tout à fait faire un article universitaire, une fois que le jeu sera sorti, sur ces données, parce que c'est une question effectivement intéressante et il faudrait comparer exactement. Alors le temps nous presse vraiment. Il y avait une question là très rapidement si possible et pareil là très rapidement, et après on se donne vraiment 5 minutes maximum et après on pourra en discuter autour du buffet qui nous attend juste derrière. Je vous en prie. Comment avez-vous conçu les feedbacks sur les trajectoires existentielles des personnages? Autrement dit, comment le joueur perçoit-il l'effet des conséquences de ses choix sur l'existence des personnages qu'il choisit d'influencer? Est-ce qu'il y a une loupe là-dessus, une boucle? Ouais. Ou pas? Donc, la question.
Ouais, il y a plusieurs choses. Alors c'est aussi work in progress pour certaines choses, mais actuellement de ce qu'on a pour les feedbacks, c'est, en fait, je l'ai vite fait montrer, mais déjà on voit l'avenir des candidats, ce qu'ils deviennent à mesure qu'on revient sur Isodolos si on l'a téléchargé. Et après, alors c'est justement transition incroyable. Alors là effectivement on s'en rend pas compte, mais vous avez vu la partie d'avant. Là on peut voir que j'ai des dialogues très différents parce que je parle à une autre personne. En fait c'est Marie, mais c'est juste que là on n'est pas sur le même parcours de dialogue. Vu qu'on est sur un parcours où on ne s'est pas tutoyé, on n'est pas très potes et tout machin. Bref. Donc en fait, ouais, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est par le fait de recommencer. Ça, c'est le plus essentiel. Après, oui, il y a plein d'idées qui émergent sur potentiellement faire des intégrations Twitch ou je sais pas trop quoi. Bon bref, des choses qui pourraient essayer de faire comprendre que tu as choisi une voie mais qu'il y en a une autre. Mais déjà, rien qu'avec Exodolos, je pense qu'il y a de quoi faire. Et ouais, vraiment la rejouabilité, insister à fond là-dessus. Mais je pense qu'on n'a pas toutes les réponses et work in progress, pour être honnête. Oui, et puis après, en fait, déjà, on voit dans Exodolos les conséquences des candidats que vous avez sélectionnés ou non. Vous pouvez voir, au fur et à mesure, il y avait un espace justement où on voit en fait année après année ce qu'ils sont devenus, etc. Et ça, donc, sera tout le long du jeu. Et après aussi, ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans les articles de presse aussi, on voit l'évolution de la société sur le plan politique, sur le plan économique. Et justement, on voit notamment dans la dernière partie du jeu comment la société évolue vis-à-vis des choix qui ont été faits dans le jeu. Voilà, donc je peux pas en dire plus, mais voilà, ça se passe là-dedans, quoi. C'est clair, j'ai pas le droit parce que tu peux pas. Merci. Une dernière question? Non? Vraiment en une minute? Ouais. Moi, je me posais la question, vu qu'on est peut-être dans un crash de notre civilisation écologique, financière, capitaliste, est-ce que ça revient justement aussi à réfléchir sur ce que sont soi-disant les qualités des données et aussi sur ce qu'on dit là par rapport à cette performance, qui peut-être au final n'est pas du tout la performance. Et peut-être il faut réfléchir à ça aussi, parce que ce qui nous a mis dans le mur, c'est les énarques, c'est tous ces gens bien intentionnés, mais qui au final ne sont pas des vrais experts, parlent beaucoup, savent très bien communiquer, mais c'est souvent pas des gens super brillants au final. C'est vrai que le jeu développe beaucoup le culte de la performance, je rebondis sur la question, mais effectivement avec l'idée qu'il faut être efficace, etc. Et voilà, donc... C'est l'efficacité qui nous met dans le mur, peut-être qu'il faut réfléchir à ça aussi. Enfin, en tout cas, ouais, c'est une très bonne manière de réagir, mais justement l'idée c'est potentiellement que cette efficacité elle dérange et qu'elle ne paraisse pas effectivement. Là typiquement, on l'a pas montré, mais quand on voit les tutoriels, c'est vraiment des phrases génériques, on dirait des slogans publicitaires. Et bon, voilà. Tout à fait, mais la narration en tout cas, le monde de la Startup Nation poussé à outrance va vraiment être très développé, notamment, on n'a pas du tout parlé, mais il y a deux personnages de fond qui sont les deux créateurs de Dolos et qui en fait vont de plus en plus évoluer, on va de plus en plus comprendre pourquoi Dolos existe, et ça c'est vraiment dans ce bain-là que ça va être développé. Des gens dangereux comme Elon Musk, la fascisation du monde, les dictatures. En tout cas, on sera dans cet esprit-là, ça c'est évident. Tu veux rajouter Ok. Merci beaucoup. Alors juste avant de terminer, pour vous dire, parce que je l'ai dit rapidement au début, mais donc cet événement donc, est soutenu par l'Université Bordeaux-Montaigne, ça a été dit au Node, mais s'inscrit aussi dans un cadre plus large, qui est le cadre de l'Observatoire de la surveillance en démocratie, qui est un observatoire bordelais, composé de chercheurs de différentes disciplines, qui s'interrogent sur les questions de surveillance à travers un certain nombre de réflexions très larges, bien au-delà du jeu vidéo. Et donc surveillance et jeux vidéo est un axe de travail de l'Observatoire de la surveillance en démocratie. Vous avez toutes les informations sur le site internet observatoire-surveillance-démocratie.fr. Et donc ce n'est pas fini pour surveillance et jeux vidéo, puisque donc il y avait la séance du 15 avril, il y avait cette séance ce soir, et ça a été évoqué tout à l'heure par Dimitri. Effectivement, pour ceux qui le souhaitent, on peut même aller encore plus loin, puisque demain il y a une journée d'études. Donc là cette fois c'est pas juste 1h30, c'est toute la journée des échanges avec un certain nombre d'intervenants experts de multiples disciplines, dont certains sont là ce soir d'ailleurs, et je les remercie, qui vont intervenir demain. Donc l'idée c'est que c'est donc toute la journée à partir de 9h15, il y a des petits flyers ici que vous pouvez prendre sans difficulté si vous le souhaitez. Ça se passe à l'IUT Bordeaux-Montaigne, donc qui est à côté de la gare, place Sainte-Croix, à côté du TNBA. Et donc là l'idée ça va être de réfléchir à la fois sur la surveillance dans le jeu vidéo comme on l'a fait là, mais aussi sur la surveillance du jeu vidéo, ce qu'on a abordé très rapidement là, les questions de marché, les questions de régulation du jeu vidéo, économique, juridique,
électronique et autres. Et donc voilà, c'est à la fois la surveillance du jeu vidéo et la surveillance dans le jeu vidéo. Et donc tout ça, ce sera au programme de la journée de demain. Donc normalement c'est sur inscription, mais vous pouvez sans difficulté venir demain à l'IUT Bordeaux-Montaigne sur le plateau TV. Et pour vous dire aussi que donc la vidéo du 15 avril, si vous n'avez pas pu venir, et de ce soir seront disponibles donc sur la chaîne YouTube de l'Université Bordeaux-Montaigne. Et la journée d'études de demain fera également l'objet d'une captation vidéo, pas en direct, mais vous pourrez retrouver des interventions. Et donc vous pourrez retrouver notamment Dimitri et Julien qui seront également là demain pour échanger encore autour de ça et de manière encore différente et de parler de Delos et de pourquoi Delos. Voilà. Donc tout ça s'inscrit dans ce cadre général qui ne s'arrêtera d'ailleurs sans doute pas à la journée de demain, mais avec d'autres événements pour continuer à réfléchir autour de la surveillance à partir du jeu vidéo et réciproquement réfléchir sur le jeu vidéo à partir de l'angle de la surveillance. Voilà, je vous remercie beaucoup, merci à tous d'être venus, merci à ceux qui nous ont suivis en ligne. Je vous laisse profiter du buffet si vous le souhaitez. Merci Julien et Dimitri, et puis à très bientôt.